L'Ukraine a montré pendant la guerre avec la Russie qu'elle frappe sans cesse les cibles vulnérables jusqu'à ce que la Russie ne puisse plus utiliser ses moyens. En ce moment, Novorossiysk est aussi vulnérable que possible. Déjà victime d'une frappe dévastatrice il y a environ un mois, ce port clé de la mer Noire est de nouveau englouti par une énorme boule de feu. Et pour aggraver les problèmes de la Russie, l'une de ses frégates a été éventrée par la dernière frappe ukrainienne. Commençons par cette frégate. Le 6 avril, Robert Brovdi, chef des forces de système sans pilote ukrainiennes, a annoncé sur Telegram la dernière frappe des opérateurs de drones ukrainiens. En ciblant la flotte de la mer Noire à Novorossiysk, où la Russie l'a déplacée après 4 ans d'échecs, des drones ukrainiens ont détruit l'un des navires de guerre les plus importants qu'il reste à la Russie. Nous ne touchons pas le sol. Missiles ratés, drones sur cible, Brovdi a parlé poétiquement, avant d'identifier à tort comme l'amiral Grigorovitch, le navire touché par l'Ukraine, ce qui était faux. Les drones ukrainiens ont en fait frappé l'amiral Makarov lors d'une opération que Brovdi attribue à la coordination entre le premier centre des forces des systèmes sans pilote et le service de sécurité d'Ukraine, SBU. Pour enfoncer le clou, Brovdi a aussi révélé que le navire frappé par les drones ukrainiens disposait de systèmes de défense aérienne qui ont totalement échoué dans leur mission. Des missiles de défense aérienne ont été tirés depuis la frégate lors de l'approche, mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre la croûte flottante. La croûte flottante, c'est une description intéressante de l'amiral Makarov, mais pour l'Ukraine, elle convient parfaitement, car ce navire a été une épine dans son pied, même après la fuite de la flotte de la mer Noire de Sébastopol vers la sécurité supposée de Novorossiysk. Selon Defense Express dans sa couverture de la dernière frappe ukrainienne, l'amiral Makarov est l'une des 3 seules frégates du projet 11356R de la classe Bouriavestnik que la Russie a construite, ce qui en fait un des rares navires de la flotte de la mer Noire pouvant lancer des missiles calibre contre l'Ukraine. Ces missiles sont fréquemment employés lors d'attaques contre les villes et infrastructures ukrainiennes, avec une portée allant jusqu'à 2500 km, soit un peu plus de 1550 miles. Le calibre a largement assez de portée pour être tiré depuis Novorossiysk et atteindre presque n'importe quelle cible en Ukraine. À son arrivée, le missile emporte une ogive de 450 kg, soit environ 992 livres. Il est très difficile à intercepter car ce missile de croisière rase le sol et atteint des vitesses supersoniques. Éliminer les missiles calibre du conflit en Ukraine est prioritaire. Quoi de mieux que de frapper l'un des derniers navires russes capables de les lancer? Defense Express indique que l'amiral Makarov était le dernier navire de guerre actif en mer Noire, pouvant lancer des missiles Kaliber. Sa destruction, en supposant que l'Ukraine ait réussi à mettre le navire hors service définitivement, sera un coup dur pour Poutine, alors qu'il tente de maintenir une campagne aérienne, qui a vu la Russie lancer 138 missiles contre l'Ukraine rien qu'en mars. Fait étonnant. Ce volume représentait une baisse de 52% par rapport au mois précédent, soulignant l'intensité accrue de la campagne de missiles de la Russie. Les dégâts sur l'amiral Makarov sont encore évalués, mais si les images de la frappe se confirment, l'Ukraine aurait peut-être retiré un des principaux navires de guerre russes du combat. Dans une vidéo de 2 minutes publiée après l'annonce de la frappe, l'Ukraine montre comment ses drones ont touché la frégate russe, en plus de frapper d'autres cibles que nous aborderons plus tard. On voit même l'amiral Makarov tirer désespérément des missiles de défense aérienne, qui n'approchent même pas les drones ukrainiens fonçant sur le navire russe. Cette vidéo donne aussi des indices sur les types précis de drones utilisés par l'Ukraine lors de l'attaque. Le drone ukrainien transporte apparemment une grande ogive, ce qui fait du FP1 et du FP2 les principaux candidats. Le FP1 paraît le plus probable, car la distance à parcourir pour les drones ukrainiens jusqu'à Novorossiysk rend le FP2 peu plausible. L'Ukraine n'a pas précisé le drone utilisé, mais si c'est le FP1, elle aurait frappé la dernière frégate russe, pouvant lancer des missiles calibre en mer Noire. Avec un drone capable de parcourir 1600 km, soit 994 miles, et d'emporter une ogive pesant jusqu'à 120 kg, soit plus de 260 livres. C'est une puissance de feu considérable, et, si elle est utilisée de manière appropriée, cela pourrait bien suffire à mettre l'amiral Makarov hors service. Peu importe le drone utilisé, cela reste un coup dur porté à la flotte russe de la mer Noire. Soyons honnêtes, cette flotte n'était déjà pas en bon état. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, la flotte de la mer Noire devait être le principal atout russe. L'Ukraine ne possédait pas de vraie marine. Quelques patrouilleurs et navires anti-mines ne suffiraient pas face aux porte-missiles et autres bâtiments de guerre déployés par la Russie.
La Russie pourrait frapper l'Ukraine à tout moment avec ses navires. Et elle pourrait prendre le contrôle de la mer Noire, stopper net les exportations de céréales de l'Ukraine, privant ainsi Kiev de milliards de dollars de fonds qu'elle pourrait utiliser pour la guerre, et établir un passage sécurisé à travers la mer Noire pour débarquer des soldats sur le continent ukrainien depuis la Crimée annexée. Du moins, c'était le plan. Cela ne s'est pas bien passé. Plus de 4 ans après le début de la guerre, la Russie est toujours loin de dominer la mer Noire. L'Ukraine a prouvé qu'une combinaison astucieuse de missiles et de drones, ces derniers ayant été développés tout au long de la guerre pour devenir bien plus dangereux qu'auparavant, était largement suffisante pour stopper la flotte autrefois redoutée de la Russie. Désormais piégée dans la mer Noire, et plus précisément à Novorossiysk, cette flotte est devenue une véritable cible facile, qui ne peut guère faire plus qu'attendre en espérant que la prochaine frappe ukrainienne ne la vise pas. Plus d'un tiers de la flotte de la mer Noire a été détruit par un pays sans véritable marine. L'amiral Makarov ne fera qu'aggraver ce bilan si la dernière attaque ukrainienne a effectivement neutralisé le navire. La Russie a maintes fois montré son incapacité à contrer les tactiques asymétriques que l'Ukraine peut désormais utiliser contre la flotte de la mer Noire. L'impact de cette flotte sur les exportations de l'Ukraine est désormais négligeable. L'Ukraine a repoussé les navires de guerre russes loin de ses routes d'exportation. Comme on le voit avec la frappe contre l'amiral Makarov, l'Ukraine cible désormais les rares navires de la flotte de la mer Noire, capables de frapper son territoire à distance. Les croiseurs lance-missiles et les frégates capables de tirer des missiles calibres sont parmi ces navires de guerre. Si l'Ukraine parvient à les neutraliser, la flotte de la mer Noire passera du statut de source d'embarras pour la Russie à celui de facteur totalement insignifiant dans la guerre en Ukraine. Mais alors que l'amiral Makarov est en feu, la situation en mer Noire s'est encore aggravée. Derrière les frappes contre les navires, l'Ukraine a créé un problème encore plus important pour la Russie, un problème qui causait déjà de graves difficultés à l'industrie pétrolière russe et qui ne fera que s'aggraver avec l'autre cible en mer Noire que Brovdi a annoncé le 6 avril. Avant de commencer, une parenthèse. Vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton. L'amiral Makarov est une lourde perte pour la flotte de la mer Noire. La plateforme pétrolière auto-élévatrice Sivash en mer Noire est bien plus importante pour la Russie et a aussi été frappée par les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, avec l'appui de la marine ukrainienne. Les patrouilleurs ukrainiens, que la Russie aurait pu détruire avec la flotte de la mer Noire, prouvent encore leur utilité, même si les drones causent les vrais dégâts. Le Kiev Post rapporte que la vidéo sur la frappe ukrainienne change à mi-parcours, passant de la présentation de la frappe contre l'amiral Makarov. Elle met ensuite en avant la façon dont les drones ukrainiens ont mené des frappes principales et secondaires contre la plateforme pétrolière Sivash. Ces images montrent que cette plateforme pétrolière est à la fois une cible militaire et une cible que l'Ukraine peut frapper pour affaiblir l'industrie pétrolière russe. La vidéo explique comment la Russie a fait de la plateforme un site pour ses radars de défense aérienne. L'Ukraine visait ses cibles lors de la frappe et les a touchées plusieurs fois. Les images sont prises depuis les drones alors qu'ils s'écrasent sur la plateforme Sivash. La vidéo montre aussi brièvement de petites embarcations ou des navires de surface sans pilote. La seconde option est plus probable, suggérant que l'Ukraine a envoyé ses drones maritimes vers la plateforme de forage, laquelle a ensuite lancé des drones FPV contre les radars de défense aérienne. Nous savons que l'Ukraine a cette capacité. En février, United 24 Medi a indiqué que l'Ukraine avait conçu des drones maritimes servant de vaisseau-mère pour les drones FPV. Le drone maritime transporte les drones FPV là où ils doivent aller, couvrant ainsi de grandes distances que les drones FPV ne peuvent pas parcourir seuls. Ensuite, il lance les FPV. La plateforme Sivash semble avoir subi de plein fouet ce type d'attaque, ce qui met en évidence les tactiques asymétriques ingénieuses que l'Ukraine continue d'employer en mer Noire. Un important navire de guerre russe brûle. Une plateforme de forage pétrolier brûle elle aussi, après avoir été intégrée au réseau de défense aérienne russe en mer Noire. Mais si vous pensez que l'Ukraine s'est limitée à cela en mer Noire ces derniers jours, vous vous trompez. De plus, l'Ukraine a frappé massivement le terminal pétrolier de Cheshkaris à Novorossiysk, aurait mis hors service 2 des principales jetées du port ainsi que certains nœuds de contrôle des pipelines. La frappe a stoppé le chargement de brut dans ce port, portant un coup important à un secteur d'exportation pétrolière russe déjà en difficulté ces dernières semaines. Nous aborderons ces difficultés après avoir évoqué la frappe sur Cheshkaris. Selon le Kiev Post, l'attaque ukrainienne sur le terminal pétrolier de Cheshkaris a déclenché des incendies visibles depuis l'espace. Mais ce n'est pas cela qui inquiétera vraiment Poutine. Franchement,
Il commence à s'habituer aux drones ukrainiens, ou devrions-nous dire aux débris de drones, qui provoquent d'énormes incendies engloutissant des installations entières et laissant les horizons obscurcis par la fumée et les cendres. Non, ce qui inquiétera vraiment le dirigeant russe, c'est que l'Ukraine a visé un terminal pétrolier qui, selon certains rapports, traite entre 25 et 35% des exportations de pétrole brut de la Russie, y compris le brut provenant de l'Oural, de la Sibérie et du Kazakhstan. Le terminal de Chashkaris traite normalement 3 à 3,2 millions de tonnes de pétrole par mois. Ce sont certes des chiffres de temps de paix, mais même pendant la guerre en Ukraine, Chashkaris représente environ 20% des exportations totales de pétrole brut russe, selon le Kyiv Post. En d'autres termes, il s'agit d'un important centre pétrolier russe. Voyons son importance avec quelques calculs rapides, en prenant 3 millions de tonnes de pétrole brut par mois comme référence. Selon l'association pétrolière et gazière du mid-continent de Louisiane, une tonne métrique de pétrole brut étranger équivaut à 6,99 barils. Le 2 avril, le pétrole brut Ural, produit phare de la Russie, a atteint un prix élevé de 116,05 $ par baril. Donc, en multipliant 3 millions de tonnes par 6,99 barils, on obtient 20,97 millions de barils de brut que les Chashkaris peuvent traiter chaque mois. Multipliez ce chiffre par 116,05 $ et vous obtenez plus de 2,4 milliards de dollars par mois. Voilà à quel point Chashkaris est précieux pour la Russie. Et en ce moment, il est à l'arrêt et en feu, parce que les drones ukrainiens ont touché directement la citerne de pétrole. Ces frappes s'inscrivent dans ce qui semble être l'attaque la plus ambitieuse de l'Ukraine contre le port de Novorossiysk à ce jour. Le Kyiv Post affirme que cette dernière attaque a impliqué environ 50 drones, ce qui représente un volume énorme pour une seule cible. Cela nous montre que l'Ukraine est sérieuse dans sa volonté de frapper le pétrole russe, car elle ne lancerait un essaim de cette taille que si elle voulait garantir qu'au moins quelques-uns des 50 drones franchiraient les défenses aériennes russes pour atteindre leur cible. Un incendie d'une telle intensité visible depuis l'espace prouve la réussite de l'Ukraine. Encore une fois pour la 4e fois en moins de 6 mois. Nous reviendrons bientôt sur ce point. Mais d'abord, vous vous souvenez que nous avons mentionné que la Russie fait actuellement face à de sérieux problèmes d'exportation de pétrole. C'était notre indice que la frappe sur Chashkaris n'est pas un cas isolé. Au contraire, le mois dernier environ, l'Ukraine a enchaîné frappe sur frappe contre les terminaux d'exportation de pétrole russe, tant en mer Noire qu'en mer Baltique, dans ce qui est désormais une campagne aussi claire que possible contre la principale source de revenus de la Russie, comme nous n'en avons jamais vu à aucun moment de la guerre. Les drones ukrainiens ont passé une grande partie de la seconde moitié du mois de mars à cibler Primorsk et Ust-Luga, qui sont les terminaux d'exportation de pétrole de la Russie dans la région de la mer Baltique. Ensemble, ces ports représentent 40% de la capacité d'exportation de pétrole de la Russie. Près de 2 millions de barils par jour, soit 60 millions par mois, restent bloqués dans les ports baltes, toujours en feu ou partiellement fermés pour réparation. Les incendies à Ust-Luga étaient si vastes qu'ils étaient visibles depuis la Finlande, selon le Moscow Times. Le même média a également indiqué qu'environ 50 navires étaient bloqués dans le golfe de Finlande le 25 mars, tous à cause des frappes ukrainiennes. Depuis, Primorsk et Ust-Luga ont encore été frappés. L'Ukraine ne relâche pas son objectif d'empêcher Vladimir Poutine d'utiliser les revenus du pétrole russe pour financer son invasion de l'Ukraine. Selon TVP World, le ciblage constant par l'Ukraine des installations pétrolières russes avait déjà fait perdre près d'1 milliard de dollars de revenus pétroliers que le Kremlin espérait à la suite de la fermeture du détroit d'Ormuz près de l'Iran. La Russie avait déjà perdu 970 millions de dollars de revenus au 29 mars. L'Ukraine frappe toujours les ports russes de la Baltique et de la mer Noire, détruisant des installations de stockage pétrolier et fermant ces ports. Cela dure depuis plus d'1 mois, et avec l'attaque contre Chashkaris, l'Ukraine ne montre aucun signe de ralentir. Le pétrole russe brûlera jusqu'à épuisement des stocks. Cela représentera des milliards perdus d'un trésor de guerre de plus en plus vide par une guerre qui a tant coûté à la Russie, que Poutine doit maintenant mendier auprès des oligarques pour continuer son invasion. C'est le but des frappes ukrainiennes sur les terminaux pétroliers. La destruction de frégates et de radars de défense aérienne illustre l'affaiblissement de l'armée russe par l'Ukraine. Ce sont ces frappes sur les terminaux où l'Ukraine inflige les vrais dégâts. Chaque dollar que la Russie perd, surtout maintenant que les prix du pétrole atteignent des sommets inégalés depuis des années, est un dollar qui ne peut pas être dépensé pour la machine de guerre russe. À mesure que la réserve d'argent de Poutine diminue, la machine s'effondre, permettant à l'Ukraine de mener davantage de frappes en profondeur et réduisant la pression sur ses forces terrestres. Poutine ne peut pas croire que le pire soit déjà passé non plus. Nous avons déjà mentionné que l'Ukraine a frappé Novorossiysk 4 fois en 6 mois.
La dernière de ces frappes a eu lieu le 2 mars, visant à nouveau le terminal pétrolier de Chaskaris. Cette frappe a détruit 6 des 7 bras de chargement pétrolier, rapportait alors le Kiev indépendant, entraînant la fermeture totale du port. Il en sera de même après cette dernière attaque. Fait notable, l'amiral Makarov et l'amiral Essen ont aussi été touchés lors de l'attaque du 2 mars. Après cette frappe, l'amiral Essen a été jugé incapable de tirer ses missiles calibre 1. On peut supposer que c'est pour cette raison qu'il n'a pas été visé lors de cette dernière attaque. Quant à l'amiral Makarov, il a de nouveau été touché, et l'Ukraine évalue les dégâts. La capacité de cette frégate à tirer des missiles Kaliber a été neutralisée. L'Ukraine n'aura plus à craindre la flotte de la mer Noire utilisant ses missiles contre ses villes et sa population. Les jours avant le 6 avril ont été productifs pour l'Ukraine. Une frégate et des systèmes de défense aérienne sur une plateforme pétrolière ont été touchés par des drones. La destruction de cette cible crée des couloirs aériens plus sûrs vers la mer Noire, rendant presque certaines de nouvelles frappes ukrainiennes en profondeur dans un avenir très proche. Quant à Chaskaris, ça brûle encore. Et tôt ou tard, Poutine va comprendre qu'il n'est plus sûr pour la Russie d'exporter son pétrole depuis ce port. Et si Poutine lui-même ne comprend pas le message, les pétroliers qui viennent chercher le brut russe dans ces ports le comprendront. Ils ne veulent pas être réduits en miettes. Mais il y a une chance que cela arrive, car l'Ukraine prend l'habitude de frapper les ports russes en ce moment. Pourquoi les pétroliers prendraient-ils ce risque si cela persiste ? C'est autant le cas pour les navires dans la région de la Baltique que pour ceux en mer Noire. Il s'est emporté et a fulminé, et tout simplement il a vendu la mèche. Même Poutine l'admet. C'est fini pour la Russie. Il se passe quelque chose de majeur dans le pays en ce moment, comme le montrent les statistiques brutales, qui nous indiquent que la Russie ne s'en remettra pas avant 100 ans. L'économie russe est au plus mal. Le niveau de déni affiché est pathétique. Et le pire, c'est que même la fin de la guerre en Ukraine ne suffira pas à sauver la Russie de l'abîme financier dans lequel son dirigeant a plongé le pays. Vladimir Poutine vient de révéler ce que le Kremlin essaie de cacher depuis des années. Et il l'a fait de la manière la plus Poutine possible, en soulignant un problème, puis en agissant comme s'il n'y était pour rien. Les statistiques indiquent que la croissance économique baisse depuis 2 mois. Dans l'ensemble, le PIB a diminué de 1,8% entre janvier et février, a annoncé Poutine lors d'une réunion sur les questions économiques, selon Interfax. Le président russe a ajouté « La production manufacturière et la production industrielle en général, ainsi qu'un secteur d'importance systémique comme la construction, ont subi des pertes. » Enfin, Poutine a reconnu l'impact que la guerre qu'il a déclenchée a sur son pays. Certes, il n'a reconnu que les 2 premiers mois de 2026. Poutine est resté étrangement silencieux sur le fait que le PIB, ou produit intérieur brut, de la Russie n'a augmenté que de 1% en 2025, après 2 années de croissance, supérieures à 4%, celle de 2024 frôlant même les 5%. Mais chaque petit pas compte, même si Poutine fait des aveux par omission. La contraction du PIB résulte de l'économie de guerre instaurée par Poutine, et nous expliquerons bientôt tous les effets de cette décision sur la Russie. D'abord, les chiffres principaux. La contraction de 1,8% que Poutine mentionne pour janvier et février signifie que le PIB russe était inférieur de 1,8% à ce qu'il était pendant les mêmes mois en 2025. Gardez à l'esprit la faible croissance du PIB cette année-là, et vous verrez que c'est plus dommageable pour la Russie qu'il n'y paraît. Le PIB russe est en déclin et ne devrait guère s'améliorer. L'Ukraine indique que la Banque centrale de Russie prévoit une croissance du PIB de 1,6% au premier trimestre. C'est un progrès, non ? Peut-être pas, car l'Académie des sciences de Russie affirme que le premier trimestre 2026 connaîtra en réalité une baisse annuelle de 1,5%. Quelqu'un cherche à manipuler les chiffres. Mais pourquoi la Banque centrale de Russie voudrait-elle rassurer Poutine en annonçant une croissance à venir ? Nous vous laissons réfléchir. Pour revenir à Poutine, a-t-il présenté un plan pour stopper la chute du PIB russe ? Bien sûr que non. Le président russe n'a même pas reconnu que, peut-être, la situation économique en Russie est ce qu'elle est, parce qu'il a lancé une invasion de l'Ukraine qui dure depuis plus de 4 ans et qui continue. Je m'attends à recevoir, aujourd'hui, des rapports détaillés sur la situation économique actuelle et sur les raisons pour lesquelles la trajectoire des indicateurs macroéconomiques est actuellement en dessous des attentes. En outre, en deçà des attentes des experts, analystes, du gouvernement et de la Banque centrale de Russie, a déclaré Poutine lors de la réunion. On se demande ce que ces rapports vont révéler. Il faudrait un économiste russe courageux, ou un fan de Taylor Swift pour oser dire
Le problème, Poutine, c'est toi. Poutine fait peut-être semblant de n'avoir rien à voir avec la situation de la Russie, mais il a aussi décidé que c'est le moment de faire comme s'il y avait de bonnes choses dans l'économie russe. La rationalisation est devenue sérieuse quand Poutine a affirmé que ses experts ont cité le calendrier parmi les raisons de la forte contraction de l'économie russe pendant les 2 premiers mois de 2025. Poutine a déclaré qu'en janvier, il y avait 2 jours ouvrables de moins que l'an dernier, et un de moins en février. Il n'a pas tort, mais franchement, Poutine. Perdre 3 jours ouvrables suffit à provoquer une contraction du PIB de 1,8%. Si c'est le cas, pourquoi d'autres pays croissent-ils ? Le Royaume-Uni, malgré une situation économique difficile, a vu son PIB réel augmenter de 0,1% en janvier et 0,5% en février. Ce ne sont pas des chiffres exceptionnels, mais comme le Japon, les États-Unis et les pays du G7 affichent une croissance de 0,1 à 0,3%, cela reflète la tendance mondiale. Pourtant, l'économie russe a reculé de 1,8%. Poutine suggère-t-il que d'autres pays ont eu les 3 jours ouvrables que la Russie a perdus ? Blâmer le calendrier ressemble à une excuse faible, et cela ne suffit certainement pas à expliquer les chiffres en provenance de Russie en ce moment. Poutine a également souligné le faible taux de chômage de la Russie comme un autre point positif. Actuellement, le chômage s'élève à 2,1%. Cela, entre autres choses, indique que notre marché du travail est en train de changer et qu'il est flexible. Poutine a déclaré lors de la réunion que l'emploi via les plateformes se développe. Un taux de chômage de 2,1% est certainement impressionnant, du moins en apparence. Mais il y a quelques problèmes avec les chiffres de Poutine, qui montrent que même ce chiffre bas n'est pas vraiment le point fort que Poutine prétend. D'abord, nous ne savons pas à quel point ce chiffre est exact. Dans un article du 10 janvier, Eurasia Review a rapporté les propos de l'économiste Valentin Katazanov, qui a déclaré que le chiffre de 2,1% ou 2,2% comme c'était le cas en janvier, est loin de refléter l'ampleur réelle du chômage en Russie. Ce pourcentage exclut ceux non enregistrés comme chômeurs auprès des autorités. Il ignore aussi ceux censés être employés, mais sans emploi à temps plein, car leurs journées sont réduites, ou leurs entreprises les mettent en arrêt par manque de travail. Katazanov estime que le chômage en Russie doublerait si ces problèmes ont été pris en compte. Donc, le tableau idyllique que Poutine essaie de présenter dans ce domaine n'est pas ce qu'il paraît. Mais quoi d'étonnant de la part du dirigeant russe ? Supposons que nous acceptions le taux de chômage de 2,1% avancé par Poutine. Même si c'est vrai, c'est encore un cas où Poutine se trahit lui-même. Ce que Poutine essaie de présenter comme une bonne chose pour l'économie russe est en réalité le signe que le pays traverse une crise de la main-d'œuvre. Rappelez-vous, la Russie est un pays dont l'Ukraine affirme qu'il a subi plus de 1,3 million de pertes depuis que Poutine a lancé son invasion. Cela fait beaucoup de personnes, principalement des hommes, qui ont simplement disparu de la main-d'œuvre russe. Le Conseil américain de la politique étrangère souligne que la Russie a rejoint la guerre de Poutine en pleine crise démographique et de main-d'œuvre. Pour la Russie, le scénario le plus optimiste pour résoudre ces problèmes serait d'accueillir 550 000 migrants chaque année, simplement pour empêcher sa population de diminuer, et cela avant même de prendre en compte la dette de guerre. Les signes d'une pénurie de main-d'œuvre devenaient déjà évidents en 2024. Le Conseil indique que c'est l'année où le site d'emploi russe Superjob a rapporté que 73% des entreprises du pays étaient en sous-effectif. Passons au 16 avril dans le Moscow Times. Le Times indique qu'Elvira Naboulina, gouverneur de la Banque centrale de Russie, alerte sur la hausse des salaires imposés aux entreprises russes pour recruter sur un marché du travail trop restreint. Ces salaires plus élevés accroissent les coûts de production et entraînent des hausses de prix pour les consommateurs. En Russie, le manque de travailleurs menace désormais surtout la stabilité des prix. Un taux de chômage de 2,1% n'est peut-être pas aussi positif que Vladimir Poutine le dit. Ce que cela semble vraiment signifier, c'est que Vladimir Poutine n'a trouvé aucune solution au problème de pénurie de main-d'œuvre qui existe depuis des années. Il a aggravé la situation, en lançant une guerre qui coûtera à la Russie des millions de travailleurs potentiels. Voilà les aspects positifs de l'économie russe, mais rien ne paraît vraiment positif, malgré la présentation de Vladimir Poutine. Mais c'est là que les choses deviennent sérieuses. Le vrai problème de la Russie, c'est que plusieurs secteurs de son économie sont en chute libre en ce moment même, et Vladimir Poutine n'y peut pas grand-chose. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous trouvez cette vidéo instructive, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer nos analyses. Il y a de graves problèmes économiques en Russie. Nous savons que vous avez déjà entendu cela, probablement sur cette même chaîne. Nous voyons aujourd'hui les conséquences en chaîne de 4 ans
de mauvaises décisions de Poutine, qui plongent la Russie dans un gouffre financier dont elle ne sortira pas. Commençons par l'activité économique. Selon Ukraine Today, relayant le Moscow Times, le suivi des entreprises de la Banque centrale russe révèle que la croissance de l'activité économique diminue en Russie. En utilisant son indicateur du climat des affaires, ou BCI, pour lequel tout chiffre supérieur à 0 indique une croissance et tout chiffre inférieur indique un déclin, la Russie est passée d'un BCI de 0,2 en janvier à moins 0,1 en février. Au mieux, on pourrait qualifier cela de stagnation, et la situation ne fait qu'empirer à partir de là. La Banque centrale a aussi constaté une forte baisse des revenus des entreprises dans la majorité des secteurs industriels russes au premier trimestre 2026 qui s'aggrave chaque mois. The New Voice of Ukraine expose d'autres statistiques, illustrant l'ampleur des problèmes industriels en Russie. La construction, qui a longtemps été un pilier de l'économie intérieure russe, a vu sa production chuter de 16% en janvier par rapport à l'année précédente. En février, une baisse supplémentaire de 14% a été constatée, probablement due à un recul de 5,3% des investissements en capital fixe au quatrième trimestre 2025. En Russie, la production manufacturière a baissé de 2,9% sur un an durant les 2 premiers mois de 2026. Le volume du fret commercial en Russie a chuté brutalement en février, tombant à 430,3 milliards de tonnes kilomètres, soit son niveau le plus bas depuis 2020 au plus fort de la pandémie de Covid-19. Le commerce de détail en Russie stagne et la croissance des salaires ralentit. Elle était de 8% en février contre 13,5% pour l'ensemble de 2025. Cela montre que les entreprises russes sont en difficulté. Déjà confrontées à une pénurie massive de main-d'œuvre, elles perdent maintenant de l'argent à tour de bras, ce qui signifie qu'elles ne peuvent même plus offrir les salaires plus élevés qu'elles proposaient auparavant. Des mesures désespérées émergent. Plusieurs usines en Russie adoptent des semaines de travail de 3 jours, selon le média United 24, le 30 mars. Parmi elles se trouve AZ Cartex, une usine d'excavatrices minières, qui a déjà mis 38% de son personnel en horaire réduit. Rien qu'à Leningrad, selon le média, 8 entreprises ont dû arrêter complètement leur production, et 16 autres ont réduit leurs horaires. Le secteur automobile russe est également confronté à ce type de problème. Avtovaz et Kamaz, les deux principaux constructeurs russes, ont dû respectivement arrêter la production et réduire le temps de travail. Kamaz adopte à nouveau la semaine de 4 jours, comme à l'été 2025 face à la chute des ventes de véhicules russes. En novembre, le fabricant russe de chars, Uralvagonzavod, a annoncé des licenciements massifs, réduisant de moitié les effectifs de certaines unités. Des entreprises en bonne santé ne prennent pas ce genre de décisions. Ce sont des décisions que les entreprises commencent à prendre lorsqu'elles ne reçoivent pas les commandes dont elles ont besoin pour rester solvables, alors qu'elles se dirigent vers un effondrement inévitable. À plus grande échelle, ces problèmes commerciaux affectent le budget fédéral russe. La Russie a écrasé d'impôts ses entreprises hors secteur pétrolier et gazier. La taxe sur la valeur ajoutée a été augmentée, tout comme les droits d'accise et plusieurs autres taxes. Malgré tout, la Russie n'a obtenu qu'environ 7% de revenus supplémentaires de ses entreprises hors énergie au premier trimestre 2026. Et cela alors que les dépenses du budget fédéral russe ont augmenté de 17%. Résultat, un déficit budgétaire de 4 580 milliards de roubles, 60 milliards de dollars, alors que la Russie consacre des centaines de milliards de dollars à la guerre en Ukraine. Nous avons mentionné le pétrole et le gaz. L'énergie est essentielle à l'économie russe. L'Oxford Institute for Energy Studies indique que la fiscalité sur les revenus générés par les compagnies pétrolières et gazières russes représente généralement entre 30 et 50% des recettes du budget fédéral, l'industrie énergétique dans son ensemble représentant 20% du PIB russe. Ces pourcentages montrent qu'un secteur énergétique fort implique souvent de bonnes conditions économiques en Russie. Un secteur énergétique faible pose problème, et c'est aussi signalé par la Russie elle-même. Dans un communiqué de presse du 8 avril, le ministère des Finances de la Russie a annoncé que les recettes du budget fédéral pour le premier trimestre 2026 étaient inférieures de 8,2% à celles de la même période en 2025. L'augmentation de 7,1% générée par la taxation des entreprises hors secteur énergétique s'est révélée largement insuffisante pour compenser le manque à gagner provenant du pétrole et du gaz, dont les recettes étaient inférieures de 45,4% à celles de 2025. La baisse des prix du pétrole, responsable du déficit, a aussi poussé la Russie à suspendre les transactions en or et devises étrangères jusqu'au 1er juillet.
Même les résultats de l'opération Epic Fury n'aident pas autant la Russie. Quand les États-Unis ont lancé leur opération contre l'Iran, le régime iranien a bloqué le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont bloqué les ports iraniens et tentent de rétablir la circulation dans cette voie navigable vitale. Le problème que cela a causé est lié au fait qu'environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent chaque année par le détroit d'Ormuz. Les blocus signifient qu'il n'y a plus de flux de pétrole et de gaz, ce qui a entraîné des chocs sur les prix partout dans le monde. Les prix du pétrole sont restés proches de 100 $ le baril durant l'opération Epic Fury, ce dont la Russie a profité. Même à prix réduit, la Russie a gagné plus par baril transporté par sa flotte fantôme, car il y a moins de pétrole du Golfe. Le 9 avril, Reuters a indiqué que la Russie verrait ses revenus issus de la taxe pétrolière doubler à 9 milliards de dollars en avril en raison de la situation au Moyen-Orient. C'est positif pour la Russie, mais cela ne durera pas. Si les États-Unis et l'Iran concluent un accord rouvrant le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole chuteront, et la Russie verra à nouveau ses revenus pétroliers et gaziers baisser sous l'effet des sanctions et des attaques ukrainiennes contre ses installations pétrolières. Avec l'accumulation des problèmes économiques, la Russie ne peut espérer que de brefs coups de pouce dus à des situations échappant à son contrôle. Dès que ces situations sont résolues, la Russie retombe aussitôt dans une situation problématique. Le CMA-SF, qui est un groupe de réflexion russe, note que la situation pétrolière actuelle n'est en fait qu'un pansement posé sur une plaie béante. Même en relevant ses prévisions pour le prix d'exportation du brut Oural à 81,6 $ le baril, il indique que cela n'accélérerait la croissance économique de la Russie en 2026 que de 0,5% et que la croissance totale ne dépasserait pas 1,3%. Et cela correspond au scénario optimiste pour la Russie, alors que tout indique que 2026 verra la Russie entrer en récession. Poutine réclame des solutions, mais cela a peu de sens puisqu'il est à l'origine du problème. Les taux d'intérêt en Russie restent hauts, et la banque centrale n'envisage pas de fortes baisses prochainement. Les investissements dans les entreprises russes ont chuté de 2,3% en 2025, et le ministère russe du développement économique estime qu'une nouvelle baisse est attendue en 2026. Les seuls investissements dans les entreprises russes proviennent d'elles-mêmes. Maintenant, que pensez-vous qu'il se passe lorsque ces entreprises ne réalisent pas de bénéfices ? Elles investissent moins, ce qui signifie qu'elles ne se développent pas, ce qui entraîne encore plus de difficultés pour l'économie russe. Rien ne viendra compenser cela pour la Russie, et aucun élan ne mènera à une reprise économique. Poutine n'a créé qu'une montagne de problèmes, plongeant la Russie dans une spirale mortelle. La seule chance pour la Russie d'échapper à cette spirale serait de faire ce que Poutine refuse, mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais cela ne sauvera sans doute pas la Russie maintenant. Dans une tribune pour le Moscow Times, Vassili Bourov, directeur du cabinet de conseil Estantolab, et Andrei Yakovlev, chercheur associé au Davis Center de l'université Harvard, notent que les problèmes économiques de la Russie ont commencé bien avant que Poutine ne lance son invasion. La Russie a choisi les armes plutôt que le beurre avant 2022, note-t-il, précisant que Poutine a longtemps concentré pouvoir et ressources entre les élites régionales, les proches du Kremlin et les grandes entreprises. Il ne restait déjà presque rien à se disputer pour les petits avant la guerre en Ukraine, et encore moins aujourd'hui. La Russie a constamment sous-investi dans les services sociaux et infrastructures. Il y a une guerre à l'intérieur même de la Russie, car la centralisation de la richesse du pays entraîne la pauvreté dans les régions en dehors de Moscou, ce que Bourov et Yakovlev affirment être désormais une décision délibérée, car cela offre à Poutine un vivier de recrues pour son armée. En réalité, les disparités révélées brutalement depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine existent et se sont accumulées depuis des années. Elles ne disparaîtront pas avec la fin de la guerre, c'est tout le système de Poutine. Concentrer la richesse aux sommes et laisser le reste de la Russie brûler. Les entrepreneurs n'ont plus confiance en l'État russe depuis longtemps. En fait, la fin de la guerre en Ukraine ne ferait que renforcer le statu quo créé par Poutine. Un tyran obsédé par sa richesse, alors que son pays brûle, n'est pas la personne à qui demander des solutions aux problèmes économiques qu'il a créés. Il ne reste plus aucun espoir pour la Russie, seulement une chute en cascade vers une situation économique de plus en plus catastrophique. Même si la guerre en Ukraine prend fin, tous les problèmes que nous avons soulignés resteront. Et tant que Poutine et ses acolytes s'enrichissent, ils n'auront aucune raison d'améliorer quoi que ce soit pour le reste du pays. Quelle est donc la solution que Poutine a exigée des économistes ? Ils ne lui diront jamais, mais c'est d'évincer Poutine lui-même. Cela n'arrivera pas, et cela signifie que la Russie ne pourra même pas montrer de signes de reprise tant que Poutine ne sera pas mort.
Il y a beaucoup de panique au sein du Kremlin à propos de tout cela. Et il y a aussi beaucoup de panique concernant l'échec cuisant de la Russie sur les lignes de front en Ukraine. La Russie a passé des décennies à renforcer sa présence en mer Baltique. Je veux dire, elle n'a pas le choix. Cette mer est une véritable bouée de sauvetage pour la Russie, car elle permet au pays de continuer à exporter son pétrole. L'Ukraine vient de viser et de tirer. Encore et encore, elle frappe la bouée de sauvetage pétrolière de la Russie en mer Baltique, détruisant ce que Poutine ne pourra jamais remplacer au passage. 3 nuits de chaos frappent la Russie. Le cœur noir de la Baltique a été détruit et l'empire pétrolier de Poutine saigne. Voici un aperçu des actions de l'Ukraine dans la Baltique. Direction la raffinerie de pétrole de Krychy, située dans l'oblast de Leningrad, en Russie. Aux premières heures du 26 mars, l'Ukraine a lancé une vague dévastatrice de drones sur cette raffinerie qui est responsable de la transformation du pétrole brut russe en produits utilisables comme le carburant et les lubrifiants. Cette frappe a eu lieu alors que le pétrole dépassait fréquemment $100 le baril depuis l'opération Epic Fury lancée par les États-Unis en Iran. Celle-ci, ainsi que les autres frappes dont nous allons parler, ont été conçues pour envoyer un message clair à Poutine. Son désir de profiter de la hausse des prix du pétrole sera contrecarré par l'Ukraine à chaque étape. Robert Grovdy, le tristement célèbre commandant des Madhya Birds et chef des forces de système sans pilote ukrainiennes, s'est exprimé sur Telegram pour expliquer les accomplissements des sanctions volantes à Krychy. Le pétrole sibérien qui entre poliment dans la raffinerie de Kinev, la raffinerie de Krychy, puis sous forme de gazole ou de pétrole brut, transite par les ports de Transneft Primorsk et Oust-Luga, a été stocké et alimenté avec les excédents de pétrole sanglant du grand-père du bunker. Au cours des 3 derniers jours, avec l'aide du pétard ukrainien épris de liberté et ses spectacles pyrotechniques, cela a été un peu gâché. Broidi a déclaré moqueur en annonçant l'attaque de l'Ukraine. Il a plaisanté en disant que l'Ukraine avait provoqué un bouchon dans une des principales raffineries baltes russes et que la Russie mettrait des jours à éteindre les incendies et à gérer le désordre causé par les drones ukrainiens. Nous pensons que cela pourrait être quelque peu en dessous de la réalité. Euromaidan Press précise que la récente attaque contre le réseau pétrolier de la mer Baltique de Poutine a détruit des unités clés de la raffinerie de Krychy, entraînant l'arrêt total du raffinage du pétrole brut. Vous ne pouvez pas produire d'essence et de diesel lorsque vos unités de traitement sont en train de brûler. Pour Poutine, cela signifie que la Russie ne peut plus produire ici les produits pétroliers qu'il envoie aux soldats sur les lignes de front en Ukraine et que la Russie vend à ses clients pour maintenir l'invasion de l'Ukraine. En plus des unités de traitement, les drones ukrainiens ont aussi frappé 2 réservoirs à la raffinerie. Le pétrole en préparation ou les produits raffinés prêts à l'expédition brûlent aussi à Krychy. Il pourrait y en avoir davantage. L'évaluation des dégâts est en cours. Aucun signe des habituelles affirmations russes sur des débris de drones ukrainiens n'apparaît, ce qui montre que les autorités de Leningrad sont trop occupées à éteindre des incendies sur le site de Krychy. C'est la dernière chose que Poutine voulait voir à Krychy, car cette raffinerie en particulier est bien plus importante pour la Russie que ce que son président veut faire croire. Krychy n'est pas une raffinerie comme les autres. L'Ukraine cible les raffineries russes depuis des mois pour réduire les profits de Poutine sur le pétrole. Krychy se distingue comme un élément clé de la machinerie pétrolière de la mer Baltique que la Russie construit depuis des décennies, souligne Bloomberg dans son rapport sur la frappe ukrainienne. L'installation de Krychy est conçue pour traiter plus de 400 000 barils de pétrole par jour et elle se concentre sur la production de diesel, d'essence et de fioul léger, ces derniers étant fabriqués afin que la Russie puisse les exporter vers ses clients. Maintenant, Euromaidan Press précise que la raffinerie Knef à Krychy compte parmi les 3 principales usines de traitement de la Fédération de Russie. Au total, elle traite entre 20 et 21 millions de tonnes de pétrole brut chaque année. Et au-delà de son importance en tant que raffinerie produisant des produits destinés à l'exportation, Krychy représente également 6% de la capacité totale de raffinage de la Russie et elle fabrique des carburants utilisés par les forces armées russes ainsi que par la population. L'Ukraine vient de frapper la bonne raffinerie au mauvais moment pour Poutine. Avec la flambée des prix du pétrole due à l'opération Epic Fury, Poutine comptait sur la raffinerie de Krychy pour rapporter des milliards à la Russie, des fonds qu'elle n'aurait pas obtenus autrement. Maintenant, elle est en train de brûler. Même si cela est déjà grave pour le dirigeant dictatorial russe, les problèmes majeurs à Krychy ne sont que les derniers pour la Russie. Car derrière cela se cache un problème encore plus grave. L'Ukraine frappe partout dans la région baltique. Ce qui s'est passé à Krychy n'est que le dernier d'une série de frappes qui durent depuis des jours, toutes menées pour démanteler l'opération pétrolière de la Russie en mer Baltique.
Pendant 3 jours consécutifs, entre le 23 et le 26 mars, des drones ukrainiens ont volé, parfois sur plus de 1000 km, soit plus de 620 miles, pour frapper à plusieurs reprises des cibles stratégiques dans la région baltique. Et en plus des raffineries, l'Ukraine frappe des centres d'exportation, des terminaux et pratiquement tout ce dont elle sait que la Russie dépend pour faire sortir son or noir du pays et le mettre entre les mains avides de ses acheteurs. Plusieurs ports russes majeurs de la mer Baltique, dont Primorsk et Oust-Louga, ont été touchés en 3 jours. Ensemble, ces 2 ports étaient responsables de l'exportation de 49,7 millions de tonnes de produits pétroliers rien qu'en 2025, rapporte United 24 Media. Et ce volume considérable suffit à vous montrer que des milliards de dollars provenant de l'argent sale du pétrole russe transitent uniquement par ces 2 ports. En ce moment, aucun des 2 ne fonctionne correctement, car les drones ukrainiens ont frappé aussi fort que ceux ayant détruit la raffinerie de pétrole de Karichi. Primorsk a été la première des 3 cibles à être touchée. Le 23 mars, les drones ukrainiens ont envahi le port, situé près de Saint-Pétersbourg, aux premières heures du matin. À 4 heures du matin, le gouverneur Alexandre Dorotenko a dû s'humilier en confirmant que des drones ukrainiens avaient endommagé un réservoir de carburant. Mais Drozdenko cachait l'ampleur réelle des dégâts. Le 26 mars, l'informateur rapportait que 5 ou 6 des réservoirs de stockage de Primorsk avaient été détruits par les drones ukrainiens, provoquant un énorme panache de fumée qui s'étendait sur environ 200 km, soit plus de 120 miles en Russie. Même ceux qui ne pouvaient pas voir le port lui-même en train de brûler auraient vu la fumée flotter dans l'air et auraient su que les drones ukrainiens étaient encore partis en chasse. Et 2 jours plus tard, l'Ukraine recommençait. Le 25 mars, on apprenait que les drones ukrainiens avaient pris pour cible le port d'Oust-Louga. Ces drones avaient parcouru environ 1000 km depuis les frontières de l'Ukraine dans la soirée du 24 mars et jusqu'au 25 mars. Ils ont finalement frappé Oust-Louga avec une telle force qu'ils auraient provoqué au moins 10 explosions. Ils ont également laissé une lueur massive dans le ciel, visible par les habitants à des kilomètres à la ronde. Encore une fois, Drozdenko a rapporté l'attaque pour la Russie, la qualifiant de simple départ de feu, tout en assurant que les défenses aériennes avaient abattu 56 drones ukrainiens. C'est différent de ce qui est dit sur les débris de drones, accordons-le à Drozdenko. Mais rapports et photos satellites montrent autre chose. Les flammes de ce simple départ de feu se sont élevées à plus de 100 mètres, soit plus de 320 pieds de haut, rapporte le Télégraphe. Et le même média souligne également que l'Ukraine a frappé Oust-Louga 4 fois en 5 nuits consécutives au 28 mars. Le quai pétrolier d'Oust-Louga a été détruit. On constate également des dégâts sur les passerelles techniques et les réservoirs de stockage, ce qui indique que cette frappe ukrainienne était tout sauf mineure. L'Ukraine a pilonné Oust-Louga. Elle détruit tout ce que la Russie a bâti pour son industrie pétrolière dans la région de la mer Baltique. Le fait que cela se répète est capital, et cela constitue une escalade qui a complètement pris Poutine au dépourvu. Effectuer 3 frappes en 3 jours contre des éléments clés de l'infrastructure pétrolière russe dans la région de la mer Baltique serait déjà grave. C'est déjà une attaque d'une telle ampleur et d'une telle envergure qu'elle aurait nécessité une combinaison d'une planification brillante de la part de l'Ukraine et de défense aérienne totalement inadéquate de la part de la Russie. Mais Oust-Louga a été frappé 4 fois en moins d'une semaine, et Primorsk a également essuyé 3 lourdes frappes en 5 jours, rapporte Euromaidan Press. Selon l'analyste Boris Aronstein, il s'agit d'une campagne concertée représentant la plus grande menace pour les exportations pétrolières russes depuis le début de la guerre. Et le même expert ajoute, la réflexion, l'ampleur et la direction des attaques, ainsi que le moment de leur exécution, tout cela ensemble a produit un effet dont, personnellement, je ne me souviens pas avoir vu l'équivalent en plus de 4 ans de guerre. L'Ukraine pourrait viser à faire ce qu'elle a accompli au port de Féodosia en Crimée en 2025. Après 2 frappes ukrainiennes en septembre et octobre de l'année dernière, l'Institut pour l'étude de la guerre a estimé que la Russie ne pourra peut-être jamais remettre ce port en service, du moins tant qu'elle combattra l'Ukraine. Les attaques contre Féodosia ont affaibli la capacité de Poutine à contrôler la péninsule criméenne annexée illégalement. Maintenant, ces attaques dans la région de la mer Baltique représentent une menace encore plus grande pour la capacité de Poutine à faire la guerre. Nous allons vous expliquer exactement pourquoi dans un instant, mais pendant qu'on y est, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir plus souvent, abonnez-vous à l'émission Militaire pour ne jamais manquer l'une de nos vidéos. Poutine a passé la semaine dernière à voir l'Ukraine détruire 2 grands ports pétroliers russes en Baltique. Maintenant, il ne peut rien faire tandis qu'une autre raffinerie brûle. Cette raffinerie approvisionnerait ces 2 ports s'ils n'étaient pas eux aussi en feu. Alors que Poutine se terre dans la cachette qu'il s'est trouvée, toute l'opération pétrolière russe en mer Baltique part en fumée, littéralement.
Les ports que l'Ukraine a frappés à plusieurs reprises par vagues de frappe sont responsables du chargement et de l'expédition d'environ 1 million de barils de pétrole chaque jour. En ce moment, selon The Telegraph, la Russie gagne environ 760 millions de dollars par jour grâce à son pétrole. Encore une fois, la hausse des prix est principalement due au blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran. United 24 Media indique que la Russie pourrait mettre plus de 2 semaines à réparer ces 2 ports de la mer Baltique, selon des travaux similaires réalisés à Novorossiysk après des attaques de drones en mars. Ce n'est qu'à la fin du mois que les pétroliers ont commencé à revenir dans le port. Ce délai de réparation suppose que l'Ukraine n'attaquera pas sans cesse ses ports et raffineries jusqu'à leur destruction totale. L'Ukraine sait qu'elle en est capable. Elle a mené plusieurs frappes réussies contre l'infrastructure pétrolière russe en mer Baltique en 1 semaine, montrant que les défenses aériennes à Primorsk, Oust-Louga et Karichi sont compromises, insuffisantes ou inexistantes. Prenons un instant pour observer l'ampleur des dégâts causés par l'Ukraine lors de sa semaine de frappes dévastatrices. United 24 Media rapporte qu'il y avait 18 pétroliers dans les ports de Primorsk et d'Oust-Louga le 22 mars, soit la veille du début des frappes ukrainiennes. Pour donner un contexte, cela représente presque la moitié de la capacité de tous les ports pétroliers russes réunis, selon la source, ce qui souligne à quel point ces voies vitales de la mer Baltique sont essentielles pour Poutine. La fermeture simultanée d'Oust-Louga et de Primorsk pendant plusieurs semaines frappe durement l'opération pétrolière russe. Le 22 mars, aucun pétrolier ne serait arrivé à Novorossiysk, qui est le principal port pétrolier russe de la mer Noire. Tout ce qu'il reste à la Russie maintenant, ce sont quelques ports dans la région arctique, ainsi que plusieurs dans la région pacifique qui ne sont pas vraiment idéaux pour exporter du pétrole, et une grande partie de ce pétrole transite par la Baltique. Les producteurs de pétrole russes s'efforcent déjà de déplacer leurs produits loin des ports baltes touchés. Oilprice.com rapporte que la perte d'Oust-Louga et de Primorsk a instantanément éliminé environ 40% de toute la capacité d'exportation de pétrole de la Russie. Cela a entraîné des opérations sur les oléoducs. Transneft tente de détourner son pétrole de ces ports, même si ses alternatives restent limitées. Ce pétrole doit être transporté vers les ports arctiques ou pacifiques évoqués, situés à des centaines, voire des milliers de miles des ports baltes russes, ou bien stocké, où il sera immobile et vulnérable à d'autres frappes de drones ukrainiens. Il existe aussi quelques options en mer Noire pour la Russie, selon le même média. Mais avec Novorossiysk, qui reprend à peine vie, ces possibilités restent limitées. Même avec la réouverture du port, les infrastructures restent insuffisantes pour que la Russie maintienne son rythme d'exportation. En plus, il s'agit de Novorossiysk en mer Noire. C'est une cible plus importante pour l'Ukraine que les ports baltes. Donc, envoyer du pétrole et des pétroliers là-bas, c'est essentiellement comme inviter les drones ukrainiens à frapper Novorossiysk de nouveau. À ce stade, l'Ukraine fait en sorte que le pétrole russe fasse des allers-retours à travers le pays, ce qui signifie qu'il n'est pas vendu. Sans vente de pétrole, la Russie ne gagne pas d'argent. Repensez à ce que nous vous avons dit plus tôt. La Russie a gagné environ 760 millions de dollars depuis le début de l'opération Fureur épique en Iran. Ce chiffre baisse de 304 millions de dollars tant qu'Oust-Louga et Primorsk sont à l'arrêt, en supposant que le chiffre de 40% des exportations dont nous avons parlé plus tôt soit exact. Cela pourrait même être plus que ça. Oilprice.com a également affirmé que les 2 ports baltes hors service sont responsables de 60% du commerce maritime de pétrole de la Russie. Cela signifierait plus de 450 millions de dollars en moins sur les 760 millions de dollars par jour tant que ces 2 ports restent fermés. Quel que soit le montant, Poutine fait face à un trou de centaines de millions de dollars dans l'industrie pétrolière russe. Et la Russie ne peut tout simplement pas permettre que cela se produise. Pourquoi ? La mer Baltique est essentielle pour la Russie et l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Ce n'est pas seulement la quantité de pétrole transitant par cette voie qui la rend si importante pour la Russie. La stratégie ukrainienne a été brillante à cet égard. D'abord, et à plusieurs reprises, elle a ciblé les ports de la mer Baltique, détruisant des terminaux et détruisant des capacités de stockage au passage. Depuis la frappe de Karichi, les drones ukrainiens opèrent plus loin à l'intérieur et détruisent maintenant les installations alimentant ces ports. Maintenant, il y a de fortes chances que nous assistions à de nouvelles attaques contre Karichi ainsi qu'à d'autres frappes dans l'ouest de la Russie et peut-être même à davantage d'attaques contre Primorsk et Oust-Louga. C'est une approche à plusieurs niveaux et la raison pour laquelle c'est si brillant, c'est que la mer Baltique n'est pas seulement l'endroit où la Russie gagne la majeure partie de son argent grâce au pétrole. La Russie doit dominer cette mer car elle constitue la voie la plus efficace pour exporter son pétrole vers les pays acheteurs. L'Institut naval des États-Unis le disait déjà en septembre 1958 et rien n'a changé pour la Russie depuis l'apogée de la guerre froide.
La mer Baltique est vitale pour la Russie, une artère vitale progressivement étranglée. D'abord, l'OTAN a réuni des membres autour de cette voie navigable, certains la surnommant un lac de l'OTAN, puis l'Ukraine a imposé ses sanctions par drone contre les ports pétroliers russes de la région. Maintenant, en janvier 2026, Sanctions Russie a souligné que la Baltique est devenue encore plus vitale pour la Russie à la suite des sanctions occidentales contre le pays. C'est la route d'exportation de pétrole la plus sûre de Russie en Europe, car hors de portée des drones, longue portée ukrainiens. Les ports de la mer Noire l'étaient, et nous avons vu la lente dégradation des installations navales russes depuis le début de la guerre. La mer Baltique, sacrée pour la Russie, était sûre et est devenue un corridor clé pour exporter son pétrole sous sanctions. Mais aujourd'hui, tout a changé. Après une semaine d'attaques continues contre les ports et raffineries de la mer Baltique, l'Ukraine a montré à la Russie que ce qu'elle pensait être une bouée de sauvetage est désormais à portée de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas besoin de cibler les navires de la flotte fantôme en mer Baltique. En détruisant ports et raffineries, comme elle le fait, elle peut rendre la flotte fantôme inutile en mer Baltique dès le départ. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de pétrole et d'argent pour l'Ukraine, même si les deux sont d'une importance vitale, il s'agit d'envoyer un message à Poutine. Un message qui dit aux dirigeants russes, avec une clarté cristalline, que l'Ukraine de 2026 n'a rien à voir avec l'Ukraine de 2022 qui avait déjà stoppé sa soi-disant opération militaire spéciale. Au cours des 4 dernières années, l'Ukraine est devenue une force militaire avec laquelle il faut compter. Les récents crashs de drones longue portée à Oust-Luga, Primorsk et Karichi illustrent l'intensification de la campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine avec des drones toujours plus puissants. La bouée de sauvetage de la mer Baltique, sur laquelle Poutine comptait depuis le début de la guerre et qui était très rentable en mars, est en train d'être détruite. Le nerf vital de la Russie est en train de brûler. L'Ukraine a fait quelque chose qui anéantit brutalement 100 millions de dollars russes. Toutes les 24 heures, l'Ukraine a allumé la flamme. L'enfer s'est abattu sur une industrie qui maintient la Russie en vie dans la guerre insensée de Poutine. Si l'Ukraine poursuit ainsi, la question ne sera plus combien d'années Poutine pourra financer l'invasion, mais combien de mois. Le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine, le tristement célèbre Robert Brovdi, explique tout cela dans un message Telegram du 18 avril, 100 millions de dollars de pertes quotidiennes. Le résultat des frappes des forces de système sans pilote et d'autres composantes des forces de défense de l'Ukraine sur l'infrastructure pétrolière de l'ennemi. Brovdi s'exclame, alors qu'il continue d'expliquer que l'approche de l'Ukraine, consistant à frapper systématiquement chaque aspect de l'industrie pétrolière de la Russie, des raffineries aux dépôts en passant par les terminaux d'exportation, est paralysante. La capacité de Poutine à maintenir l'afflux d'argent dans les caisses de guerre du Kremlin. Une série de frappes ukrainiennes menées au cours des derniers mois a forcé la Russie à réduire considérablement ses expéditions de pétrole. Les exportations ont diminué de 880 000 barils par jour. Au prix actuel du brut de l'Oural, cela représente les 100 millions de dollars de revenus perdus mentionnés par Brovdi. Petit à petit, le système pétrolier et logistique de l'ennemi perd sa capacité à assurer des exportations ininterrompues, affirme Brovdi, ajoutant « Le résultat de ce travail est déjà visible sur le champ de bataille. Moins de ressources pour les Russes offre plus d'opportunités aux unités ukrainiennes. » La Russie devient désespérée maintenant qu'une grande partie de son pétrole est en train de brûler. Le Kremlin tente de rediriger le pétrole russe d'un bout à l'autre du pays, dans une recherche désespérée de terminaux d'exportation hors de portée des drones ukrainiens, ou qui ne brûlent pas déjà après des frappes directes. Cela affecte déjà les revenus pétroliers russes. Même si la Russie trouve des ports non frappés par l'Ukraine, l'acheminement du pétrole y prend plusieurs jours ou semaines. Des retards se produisent partout à la frontière, chaque frappe ukrainienne augmentant le temps que le pétrole russe, qui devrait être en route vers d'autres pays, passe à l'intérieur des frontières de la Russie. Les acheteurs s'impatientent, les Russes n'y peuvent rien. Voici le résultat de l'acharnement de l'Ukraine à frapper l'industrie pétrolière russe depuis 2 mois. La presse Eurobé mentionne la raffinerie de Tuapse dans son rapport sur la déclaration de Brovdi, mais l'Ukraine l'a frappée le 16 avril, provoquant un immense incendie. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg, bien plus profonde. À Novorossiysk, l'Ukraine a frappé le terminal pétrolier de Chezkaris, obligeant la Russie à rediriger son pétrole vers Tuapse. Vous venez d'apprendre ce qui s'est passé. À chaque mouvement russe, l'Ukraine répond par plus de frappes de drones détruisant les prochains sites d'exportation de pétrole russe. C'est brillant de la part de l'Ukraine. Démonstration étape par étape pour briser l'industrie qui soutient la guerre russe. Depuis quelques semaines, l'Ukraine frappe de nombreux autres ports et sites pétroliers. Au 31 mars,
La BBC rapportait jour après jour les frappes ukrainiennes contre les terminaux pétroliers russes de la mer Baltique. Primorsk et Oust-Louga, qui totalisent 42% des exportations pétrolières russes, ont été frappés plusieurs fois fin mars, l'Ukraine veillant à empêcher la remise en service de ces ports clés. Des installations portuaires ont brûlé plusieurs jours, puis la Russie a subi de nouvelles attaques de drones aussitôt les incendies maîtrisés. Des réservoirs de stockage de pétrole ont également été incendiés lors de ces attaques précédentes, au moins 8 à Oust-Louga et 8 à Primorsk, ainsi que 2 à la raffinerie de pétrole Karichi, qui se trouve également dans la région de Leningrad. La Russie croyait que cela représentait l'essentiel des frappes pétrolières ukrainiennes du début de 2026, mais l'Ukraine ne faisait que commencer. Depuis l'incendie des ports de la Baltique, l'Ukraine a élargi ses actions. Les frappes sur Tuapse et Novorossiysk, déjà évoquées, illustrent ce phénomène, et ont toutes deux suivi celles en mer Baltique. La dernière a aussi détruit des infrastructures pétrolières en mer Noire, empêchant désormais la Russie d'exporter son pétrole via ses ports européens. Passons au 18 avril jour, où Brovdi a annoncé les 100 millions de dollars quotidiens. Il y a aussi d'autres attaques. 4 sites pétroliers majeurs ont été touchés dans la nuit du 18 avril, selon le Kiev Independent. Parmi eux figurait un terminal pétrolier dans l'oblast de Leningrad, des raffineries dans celui de Samara, ainsi que la station de pompage de Tikhoretsk, située dans le kraï de Krasnodar, en Russie. La Russie a seulement déclaré avoir intercepté 258 drones ukrainiens, le 18 avril. En réalité, les drones ukrainiens ont encore frappé le pétrole russe. Et en plus, une autre frappe a été signalée pendant qu'on tournait cette vidéo. Tuapse a de nouveau été frappé le 20 avril l'Ukraine, visant cette fois des installations portuaires, déclenchant un important incendie sur place. Plus de 150 pompiers et secouristes avaient déjà été mobilisés pour maîtriser l'incendie causé par la première frappe sur Tuapse que nous avons évoquée. Les drones ukrainiens frappent sans cesse le pétrole russe. Voici les sanctions ukrainiennes venues du ciel à l'œuvre, et le moment de ces frappes n'a rien de hasardeux. Quand les États-Unis ont lancé l'opération Epic Fury contre l'Iran fin février, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Poutine s'est réjoui. Ce détroit est responsable de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Selon Poutine, la baisse des exportations pétrolières du Golfe provoquerait un choc des prix bénéfiques à la Russie, ce qui s'est confirmé. Au 7 avril, le prix du brut de l'Oural, qui est la référence pétrolière russe, avait atteint son niveau le plus élevé depuis 13 ans. En quelques jours, les effets des sanctions occidentales visant à faire baisser le prix du pétrole russe ont été réduits à néant. Pour aggraver les choses, les États-Unis ont pris certaines décisions concernant leurs sanctions qui ont irrité l'Ukraine. Les sanctions américaines sur le pétrole russe ont été levées 2 fois. La dernière le 17 avril, offrant à la Russie 30 jours de plus pour vendre son pétrole avant leur rétablissement. La décision des États-Unis est logique. Autoriser la Russie à vendre atténue les chocs de prix causés par les attaques américaines contre l'Iran et le blocus du détroit d'Ormuz. Pour l'Ukraine, cela aurait donné l'impression que les États-Unis offraient à la Russie une bouée de sauvetage pétrolière au pire moment. Alors l'Ukraine a décidé d'agir. Si la Russie doit profiter de la levée des sanctions sur son pétrole, l'Ukraine continuera de s'en prendre au pétrole russe. Les sanctions sont inutiles si la Russie n'a pas de pétrole à vendre. Avec les 100 millions de dollars par jour brûlés par les drones ukrainiens, ce qui représente environ 3 milliards de dollars par mois, l'Ukraine prouve qu'elle peut prendre le problème du pétrole russe en main. Peu importe les sanctions occidentales. Les sanctions aériennes ukrainiennes vont frapper l'économie. Le niveau de coordination affiché par l'armée ukrainienne a été un point fort dans tout cela. Le service de sécurité d'Ukraine, avec la direction du renseignement, les forces d'opération spéciales et celles des systèmes sans pilote, a mené une vaste campagne, ne laissant plus rien en Russie, à portée des drones ukrainiens, à l'abri. Le timing a été impeccable. Chaque solution que la Russie croit trouver finit par brûler aussitôt. C'est là que la situation va changer pour la Russie. Le pétrole en feu et la chute des exportations sont graves, mais le vrai problème est que la Russie ne peut perdre 100 millions de dollars chaque jour. Poutine espérait une manne fiscale grâce à des profits pétroliers russes records. Et il en a besoin parce que la Russie glisse vers une crise économique. Rien que cela change tout pour la Russie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un petit rappel. Vous regardez l'émission militaire. Si c'est le genre d'analyse que vous recherchez, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. La Russie est prise dans un piège économique. Un labyrinthe inextricable de déboires financiers, tous causés par la vision étroite de Poutine en Ukraine. Si le président russe avait le choix, chaque dollar de recettes fiscales généré par la Russie serait consacré à l'Ukraine. Aujourd'hui, presque tout l'argent va à la guerre,
poussant la Russie dans un cercle vicieux de mauvaises décisions financières. La Russie reçoit de l'argent, l'investit dans du matériel militaire, qui est ensuite détruit. La Russie ne reçoit aucun retour sur investissement, puis injecte encore plus d'argent dans sa machine de guerre. Quelque chose doit finir par céder. L'argent ne peut pas couler sans fin. Les dépenses militaires russes sont si énormes qu'elles détournent des fonds nécessaires au fonctionnement du pays. Les chiffres officiels venant de Russie sont déjà mauvais. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la Russie a consacré 7,5% de son produit intérieur brut, ou PIB, à l'effort de guerre en Ukraine en 2025. Cela représentait 16 000 milliards de roubles, soit environ 213 milliards de dollars. Les dépenses prévues pour 2026 devraient être inférieures. Seulement 6,3% du PIB de la Russie, soit environ 198 milliards de dollars, seront consacrés à la machine de guerre cette année. Ceci reste une somme exorbitante alors que l'invasion de Poutine entre dans sa 5e année. Et cela nous indique que la Russie aura probablement dépensé plus de 1000 milliards de dollars pour la guerre de Poutine d'ici la fin de 2026. Et c'est dans le meilleur des cas. Ces chiffres officiels sont ce que la Russie accepte de nous dire sur ses dépenses militaires. En coulisses, la réalité est bien pire. En février, Défense 24 a indiqué que le service fédéral de renseignement allemand, BND, a révélé que les réelles dépenses militaires de la Russie dépassent largement ce que le pays annonce au monde ou à sa population. La réalité, selon le BND, est que les dépenses de la Russie pourraient avoir été jusqu'à 66% plus élevées que ce qu'elle déclarait. Par exemple, il se peut qu'en 2025, la Russie ait consacré 10% de son PIB à son armée, plutôt que les 7,5% qui ont été comptabilisés dans les dépenses officielles. La Russie pourrait ainsi consacrer jusqu'à 50% du budget de l'État à la vision insensée de Poutine voulant intégrer l'Ukraine à la Fédération de Russie. Comment Poutine peut-il considérer cela comme tenable ? Même si la Russie gagnait en Ukraine, il ne resterait rien d'elle pour que l'Ukraine en fasse partie. Quant à l'origine de ces coups militaires cachés, il y a plusieurs dépenses que la Russie essaie de passer sous silence. Une grande partie des primes élevées versées par la Russie à ses soldats volontaires pour s'engager sont rarement déclarées, car elles proviennent des budgets régionaux et ne figurent pas officiellement dans les salaires des soldats russes. La Russie s'appuie également fortement sur une dette hors budget, rendue possible par une législation que le Kremlin a mise en place en février 2022. L'État contrôle désormais les prêts liés à la guerre dans les grandes banques russes, permettant au Kremlin d'accorder des prêts avantageux aux entreprises jugées utiles à l'effort de guerre. Donc, si vous êtes un entrepreneur en Russie qui cherche à créer une usine pour fabriquer du matériel militaire, il vous sera beaucoup plus facile d'obtenir un prêt pour créer cette usine. Ce sont des dépenses de guerre actuellement cachées au public. Gardez à l'esprit que les banques russes sont à l'origine d'une catastrophe économique qui frappe la Russie. Tout cela ramène à l'Ukraine, qui fait perdre à la Russie 100 millions de dollars par jour en vente de pétrole. Ce pétrole finance la guerre de la Russie. Officiellement ou non, une grande partie des centaines de milliards investis par Poutine dans l'invasion provient des recettes que le Kremlin tire de la taxation des ventes de pétrole. Ce que Poutine a fait, c'est créer une économie militaire qui ne peut exister que tant que l'argent du secteur énergétique russe continue d'affluer. C'est le piège, et l'Ukraine le sait. La chute des revenus énergétiques et les dépenses militaires records placent la Russie au bord de la ruine. La stagflation sévit dans un pays dont la population est de plus en plus appauvrie. La Russie ne peut revenir en arrière tant que la guerre en Ukraine dure, car Poutine doit financer l'effort militaire. L'argent investi dans cette machine ne génère aucune valeur utile. Comme déjà mentionné, les chars russes sont détruits en Ukraine. Cela ne profitera à personne en Russie. Les entreprises qui fabriquent des produits que la Russie pourrait vendre ne reçoivent pas les financements dont elles ont besoin pour se développer. Les banques contrôlées par l'État, qui favorisent les entreprises liées à la guerre, veillent à ce que ce soit le cas. Hors pétrole, la Russie n'a plus vraiment de produits à exporter. Même les armes qui rapportaient autrefois des milliards à l'économie partent maintenant en fumée en Ukraine au lieu d'être exportées. On peut dire que l'industrie de l'armement russe sera relancée après la guerre en Ukraine. Les équipements actuellement fabriqués pour être envoyés en Ukraine pourraient alors être vendus à d'autres pays. Mais est-ce que quelqu'un voudra encore acheter les armes russes à ce stade ? 4 ans de combat contre un pays que la Russie devait dominer ont montré que l'armée russe est un tigre de papier. Beaucoup de matériel russe ne fonctionne pas comme prévu. Il est donc difficile de prévoir la prospérité future de l'industrie de l'armement russe. Vladimir Poutine doit aussi réaliser que la situation pétrolière russe pourrait aller de mal en pis. La manne du détroit d'Ormuz que la Russie tente d'exploiter et que l'Ukraine coupe habilement
ne durera pas éternellement. Un cessez-le-feu précaire existe entre les États-Unis et l'Iran, et la fin de l'opération Epic Fury devrait rouvrir le détroit d'Ormuz. Les prix du pétrole baisseraient en conséquence, ce qui ne ferait qu'aggraver les problèmes que nous avons déjà évoqués. L'économie de la Russie est toujours en difficulté, même si elle parvient à vendre tout le pétrole qu'elle peut exporter à des prix plus élevés qu'à n'importe quel autre moment de la guerre. Que deviendra cette économie si le prix du pétrole baisse et que l'Ukraine frappe toujours les terminaux d'exportation? Rien de bon. Si vous cherchez d'autres raisons prouvant que l'Ukraine s'y prend bien en frappant le secteur pétrolier russe, regardez simplement ce que nous avons mentionné plus tôt. Les banques russes. Elles souffrent de la dépendance de la Russie à son industrie énergétique et du refus de Poutine de laisser les crises internes le détourner des dépenses consacrées à la guerre en Ukraine. Fin janvier, nous avons perçu les premiers signes de difficultés à venir pour les banques russes en 2026. À ce moment, le Moscow Times a révélé que les banques russes fermèrent des agences à un rythme inédit depuis des années. En 2025, 1700 agences bancaires ont été fermées en Russie, soit 3,6 fois plus que le nombre d'agences fermées en 2024. Actuellement, la Russie compte 22 300 agences bancaires. Elle en avait 30 000 en 2019. Désormais, une logique existe au Kremlin derrière ces fermetures. Les banques russes ferment des agences en faisant passer leurs services en ligne. C'est quelque chose que nous avons vu partout dans le monde développé. Donc à première vue, rien ne devrait sembler anormal dans tout cela. Des milliers de Russes perdent leur emploi alors que l'économie s'effondre, mais Poutine n'en tiendra pas compte. Mais un autre événement lié aux banques russes surprend les gens. La fermeture des agences en 2025 a précédé la répression du Kremlin contre les services internet en Russie. Au 3 avril, le Kiev Independent signalait que les banques russes subissaient de fortes pannes, car passer en ligne n'est pas judicieux avec un gouvernement qui cherche à empêcher l'accès à Internet. Le média indique que les pannes ont affecté les applications bancaires mobiles, les retraits aux distributeurs automatiques et les virements pour certaines des plus grandes banques de Russie. Cela a un effet domino sur les entreprises russes, contraintes d'accepter uniquement les paiements en espèces. De plus, Medusa rapporte qu'aucune banque russe n'a pu accéder aux bases de données du ministère de l'Intérieur russe pour vérifier les passeports depuis le 15 avril, car un autre service essentiel au fonctionnement des banques russes a été interrompu, sans aucune date de rétablissement annoncée. On pourrait croire que le Kremlin cherche à paralyser volontairement les banques russes. Tout cela n'a pas de sens. Les entreprises, affectées par les dépenses de guerre de Poutine, et les pannes et fermetures touchant les banques russes, peinent à fournir des services et posent problème. Selon la Pravda, les comptes clients en souffrance dans les secteurs d'activité russes ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale de 2008. Les créances en souffrance ont augmenté pour atteindre 100 milliards de dollars au 17 avril, soit une hausse de 26%. Devinez ce que cela signifie pour les banques. Les entreprises russes ne touchent pas leurs dû. Cela casse la chaîne de paiement, et ces entreprises ne peuvent pas rembourser leurs dettes bancaires sans les revenus dus. Les entreprises russes s'appauvrissent, tandis que leurs dettes bancaires restent élevées. C'est la recette du désastre. Si les entreprises ne payent plus, tout le système bancaire russe s'effondre. Les pannes et fermetures n'aident pas. Pourtant, les drones ukrainiens volent toujours. La campagne ukrainienne contre les exportations de pétrole russe a des effets visibles. Lorsque le pétrole ne peut pas être exporté, le Kremlin dispose de moins d'argent à consacrer à l'effort d'invasion. Mais sous la surface de ces frappes, il y a une économie russe en pleine crise. Les dépenses militaires sont hors de contrôle, tandis que le Kremlin cache leur ampleur à une population appauvrie dont les villes subissent les conséquences des choix de Poutine. La Russie produit beaucoup moins de biens à exporter qu'elle ne l'a fait depuis des années. Encore une fois parce que le Kremlin continue d'injecter de l'argent dans la machine de guerre. Les banques, nécessaires à tous, des citoyens aux grandes entreprises russes, commencent à s'effondrer à cause des dettes impayées et de la répression du Kremlin sur Internet. C'est une poudrière économique. L'objectif de l'Ukraine maintenant est de maintenir la pression des frappes en profondeur jusqu'à ce que cette poudrière explose au visage de Poutine. La guerre en Ukraine comporte deux théâtres distincts. Le premier est la guerre d'usure brutale qui se déroule sur le champ de bataille, où des centaines de milliers de soldats s'affrontent le long d'une ligne de front de 1600 km. Le second a lieu dans les airs, où chaque nuit les deux camps s'attaquent avec des missiles longue portée et des essaims de drones. Le bombardement quasi constant est conçu pour infliger tant de dégâts à l'adversaire que poursuivre la guerre devient impossible, quel que soit l'avancement sur le terrain.
Et dans cet objectif, en 2025, l'Ukraine a commencé à cibler le cœur de la machine de guerre russe. Alors voyons ce qui est dans leur ligne de mire et pourquoi cela a fait une différence significative. À bien des égards, la supériorité aérienne est devenue l'un des aspects les plus cruciaux de la guerre. Au sol, aucune des deux parties ne semble avoir les effectifs ni les ressources nécessaires pour faire mieux qu'une progression lente et sanglante. Au mieux, au rythme actuel des avancées, il faudrait des années, voire des décennies, pour qu'un camp ou l'autre obtienne une victoire territoriale décisive. Mais dans les airs, l'Ukraine a fait des progrès monumenteux. Il frappe des cibles à la fois dans les territoires occupés du Donbass, de la Crimée, de Kherson et de la région de Zaporijia, et de plus en plus profondément à l'intérieur de la Russie depuis 2022. Mais ils ont sérieusement accéléré le rythme au début de l'été 2025 avec des cibles principales réparties en 3 catégories. Premièrement, ils ont visé des installations militaires ou des sites du complexe militaro-industriel, comme des usines qui produisent du matériel militaire ou des composants. Selon un rapport récent compilé par le site ukrainien United 24 Media, au total, 132 installations militaires ont été touchées en 2025, dont 91 frappes sur des sites du complexe militaro-industriel, 25 frappes sur des installations militaires clairement identifiées et 16 frappes sur des aérodromes. Cela représente une frappe réussie sur une cible militaire majeure tous les 3 jours. La plus célèbre et probablement la plus conséquente de ces opérations fut celle baptisée « Opération Toile d'araignée », menée le 1er juin. Les services de renseignement ukrainiens ont secrètement acheminé des dizaines de drones en Russie et les ont assemblés sur des camions lanceurs spéciaux. Les camions ont été amenés près de bases aériennes russes abritant la flotte de bombardiers nucléaires, puis les drones ont été lancés contre eux. L'attaque a complètement pris les Russes par surprise. Les bombardiers étaient stationnés à l'air libre, sans protection, comme l'exigeait le traité New START récemment expiré, qui imposait aux États-Unis et à la Russie de les garer dans des zones visibles par satellite. Lorsque la poussière est retombée, au moins 7 bombardiers Tu-95 et 2 Tu-22 M3 avaient été détruits ou endommagés, ainsi que quelques avions de transport et de détection avancés. 4 bases aériennes ont été touchées avec succès. La base aérienne de Belaya dans l'oblast d'Irkoutsk, la base aérienne d'Olenia dans l'oblast de Mourmansk, la base aérienne de Yagilevo dans l'oblast de Ryazan et la base aérienne d'Ivanovo dans l'oblast du même nom. Une autre base aérienne stratégique frappée par l'Ukraine était la base aérienne de Kanskaya dans la République d'Adyguée. Ce centre logistique clé de l'arrière des forces aérospatiales russes, ou VKS, a été attaqué dans la nuit du 28 décembre. Mais l'Ukraine n'a pas seulement frappé des bases aériennes. Elle a également ciblé, tout au long de l'année, des installations qui produisaient l'équipement militaire russe, et ce, avec un grand succès. Le 28 mai, par exemple, les forces spéciales ukrainiennes et les services de renseignement, ou SBU, ont frappé l'usine Kronstadt à Dubna, dans l'oblast de Moscou. En tant que producteur des drones Orion, Inovdets, Grom et Helios, entre autres, cette usine en difficulté, qui traverse actuellement toutes sortes de problèmes financiers, constitue un maillon essentiel dans la chaîne de production des drones russes. La même nuit, dans la même ville, les unités du SBU ont également frappé l'usine Raduga, fabricant de missiles de croisière tels que les Kh-101 et Kh-555, Kh-69 et Kh-59MK, des missiles avec lesquels la Russie frappe régulièrement l'Ukraine. Lors d'une nuit particulièrement agitée pour le complexe militaro-industriel russe, notamment dans la région de Moscou, les forces de drones des forces armées ukrainiennes ont également frappé l'usine Angstram, qui développe et produit des composants microélectroniques largement utilisés par l'armée russe. Plus tard, le 26 juillet, des drones ukrainiens auraient touché et endommagé 2 bâtiments de l'usine Signal dans la ville de Stavropol. L'usine est l'un des principaux producteurs russes d'équipements de guerre électronique, y compris des radars, des équipements de radionavigation et des équipements radio-télécommandés. La deuxième grande catégorie de cibles touchées par les frappes ukrainiennes à longue portée étaient les cibles logistiques. Cela comprenait 30 frappes sur des sous-stations électriques, 28 frappes sur des infrastructures logistiques et 15 frappes sur des ports russes. La ville de Belgorod, la grande ville russe la plus proche de la frontière ukrainienne, a subi le pire des frappes sur les infrastructures électriques.
La sous-station Luch a été frappée le 5 octobre, provoquant de vastes coupures de courant, tandis qu'une autre attaque le 28 septembre a visé la centrale thermique de Belgorod et les sous-stations associées, privant d'électricité plus de 500 000 personnes. La ville a également été plongée dans l'obscurité au moins 2 fois au début de 2026, avec l'eau chaude et les systèmes de chauffage centralisés apparemment indisponibles jusqu'en avril ou mai. De plus, la sous-station Novobriant dans la région de Briansk et la centrale de cogénération d'Oriol à Oriol auraient été touchées par des missiles Neptune le 31 octobre, perturbant l'alimentation électrique de la région. D'autres frappes sur des sous-stations et d'autres installations électriques ont également été enregistrées à Vladimir, Smolensk, Voronezh et Tambov. Les forces ukrainiennes ont surtout ciblé les infrastructures ferroviaires lors des frappes logistiques. Des frappes répétées sur les lignes ferroviaires dans l'oblast de Rostov, l'oblast de Leningrad, la région occupée de Zaporijia, ainsi que dans les villes d'Oriol, Voronezh et Briansk, ont fait dérailler des trains militaires et de carburant, perturbant ainsi les mouvements de troupes et d'équipements. Une importante opération de sabotage sur le chemin de fer transsibérien, le 13 novembre, a temporairement bloqué une artère logistique clé. Des trains russes transportant carburant et matériel militaire ont aussi été visés. En mai, les forces spéciales du GUR ont frappé un train russe transportant du carburant en mouvement à Zaporijia avec des drones OWA UAV. Puis en juillet, un train transportant du carburant, des lubrifiants et du matériel militaire a été détruit dans l'oblast de Rostov. Et en août, des frappes ukrainiennes ont fait dérailler des trains de carburant près de Tokmak et Djankoï, coupant l'approvisionnement vers la Crimée. Les gares et jonctions ferroviaires russes ont aussi été touchées. Rien qu'entre juillet et août, par exemple, la gare du Sud dans l'oblast de Rostov, la gare Surovikinov dans la région de Volgograd et la gare de Djankoï en Crimée ont toutes été touchées. Cela a endommagé les lignes électriques, interrompu la circulation et perturbé les routes d'approvisionnement, suspendant les flux de cargaison militaire. Et les sous-stations de traction et les armoires de relais à Rostov, Volgograd, Voronezh et Krasnodar ont également été touchées, provoquant des arrêts automatiques et de vastes perturbations du trafic ferroviaire. Quant aux frappes sur les ports russes, elles ont principalement visé les installations de stockage de carburant et d'exportation de pétrole, en se concentrant sur les ports de la mer Noire et de la mer d'Azov, qui sont essentiels pour l'industrie énergétique, les opérations navales et terrestres de la Russie. L'une des frappes les plus marquantes a eu lieu fin d'année, quand des drones ukrainiens ont touché des réservoirs pétroliers au port de Temryuk, sur la mer d'Azov, le jour de Noël. 2 grands réservoirs de carburant ont pris feu dans le port sud de Temryuk, brûlant une zone d'environ 2000 pieds carrés. 6 semaines plus tôt, une attaque de drones ukrainiens avait endommagé un dépôt de pétrole et un navire civil dans le port de Novorossiysk, près du kraï de Krasnodar, interrompant temporairement les exportations de pétrole depuis le plus grand terminal pétrolier russe de la mer Noire. Les frappes sur les infrastructures énergétiques russes représentent la 3e catégorie de cibles des frappes ukrainiennes à longue portée. Ces frappes ont, à bien des égards, été la priorité principale et ont eu les conséquences les plus marquantes. Selon le rapport United 24 de 2025, l'Ukraine a frappé les raffineries de pétrole russes 88 fois, les installations de stockage de pétrole 28 fois et les infrastructures gazières 6 fois. Par exemple, la raffinerie de pétrole de Makhachkala, au Daghestan, a été frappée dans la nuit du 21 octobre, endommageant une unité de traitement qui fournit du carburant à la flottille russe de la mer Caspienne. Ensuite, le 14 décembre, au moins 3 raffineries ont été touchées à différents endroits. La raffinerie Yafivsky dans le kraï de Krasnodar, une grande raffinerie d'une capacité de 6,25 millions de tonnes par an, le dépôt pétrolier d'Uroyubinsk dans l'oblast de Volgograd et la raffinerie Slavnev-Yanos dans l'oblast de Yaroslavl. Pour couronner le tout, en plus de la frappe sur le réservoir de carburant de Temeryuk, l'Ukraine a également frappé la raffinerie de pétrole de Novoshukhtinsk dans l'oblast de Rostov avec des missiles Storm Shadow le jour de Noël. Cependant, il y a eu d'autres frappes qui ont enfoncé le poignard encore plus profondément dans le cœur militaire de la Russie. Les frappes ukrainiennes contre les pétroliers russes en mer ont sans doute été les plus audacieuses et aux conséquences à long terme les plus marquantes. Ces pétroliers font partie de ce qu'on appelle la flotte fantôme russe, qui continue de transporter du pétrole russe malgré les sanctions occidentales. Au cours de l'année, au moins 11 pétroliers de la flotte fantôme ont subi de graves dégâts après avoir été attaqués par des drones ou avoir subi des explosions externes non spécifiées. Le SBU a revendiqué la responsabilité de 4 de ces attaques tout en ne niant pas explicitement les autres et a clairement indiqué qu'il entend porter un préjudice substantiel aux revenus russes issus des exportations de pétrole brut par voie maritime.
Les frappes contre les pétroliers ont en réalité commencé à la fin du mois de décembre 2024 lorsque l'Ursa Major, un cargo appartenant à une société affiliée au ministère russe de la Défense, a coulé en Méditerranée à la suite de plusieurs explosions. Elles se sont ensuite poursuivies tout au long des mois d'hiver du début de l'année 2025. Le pétrolier Sea Charm a été endommagé à la mi-janvier alors qu'il se trouvait à proximité du port de Seyhan en Turquie. Le Grace Verim a été touché au large de la Libye début février. Le Sea Jewel a été touché dans le port de Savone, en Italie, le 15 février et le pétrolier Koala a subi des dégâts causés par des explosions alors qu'il était amarré au port d'Usluga, en Russie, sur la mer Baltique. Bien que les détails sur la cause des explosions dans tous ces cas restent quelque peu flous, les experts pensent qu'elles étaient probablement dues à des mines ventouses, de petites charges explosives dotées d'aimants puissants qui adhèrent à la coque d'un navire. Mais au cours de la guerre, l'Ukraine a rapidement amélioré ses capacités de drones navals et ceux-ci sont entrés en action avec force dans la seconde moitié de l'année. En juin, le pétrolier Vilamura chargé de brut, sous gestion grecque, a subi une explosion au large des côtes libyennes. Transportant 1 million de barils de brut, il a été remorqué dans le sud de la Grèce pour réparation. 2 semaines plus tard, le 6 juillet, le pétrolier Eco Wizard, également sous gestion grecque, a été touché par 2 explosions à seulement 10 minutes d'intervalle. Puis, le 27 novembre, le Mersin, un pétrolier battant pavillon panaméen géré par la compagnie Beşiktaş Shipping basée à Istanbul, a été endommagé au large des côtes du Sénégal après avoir été frappé par 4 explosions externes. Alors qu'il était à l'ancre près de Dakar, l'explosion a provoqué l'entrée d'eau de mer dans la salle des machines, entraînant un signal de détresse, une intervention d'urgence et l'évacuation réussie de tout l'équipage qui est sorti indemne. L'Ukraine n'a pas revendiqué l'attaque et les autorités navales ont nié l'implication de drones navals, mais vu les événements qui ont suivi, il semble que les nouveaux drones maritimes Sea Baby ukrainiens soient probablement responsables. En novembre, le SBU ukrainien a commencé à déployer ouvertement des Sea Baby pour attaquer des navires commerciaux russes, endommageant 3 pétroliers de la flotte Fantôme en mer Noire, lors d'attaques revendiquées les 28 novembre et 10 décembre. Ces attaques ont été suivies par une attaque de drones aériens sur un pétrolier en Méditerranée le 19 décembre, première frappe délibérée contre des navires commerciaux depuis le début de la guerre. Au total, ces frappes portent à au moins 11 le nombre de pétroliers de la Shadow Fleet, soit totalement mis hors service, soit gravement endommagés par l'Ukraine en 2025, dont 8 transportant du pétrole brut. Maintenant, des faits méticuleusement rassemblés, analysés et compilés dans des analyses de pointe, c'est ce que nous vous livrons jour après jour ici dans l'émission militaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de ce qui se passe réellement dans le monde de la guerre. Maintenant, la perte des pétroliers eux-mêmes représente un coût financier assez lourd pour la Russie. Alors que la plupart des pétroliers de la flotte Fantôme de la Russie sont estimés être assez vieux, avec environ 15 ans d'âge, le remplacement d'un de ces navires coûterait environ 59 millions de dollars chacun. Au prix actuel du pétrole, un pétrolier coulé alors qu'il transportait une cargaison de 2 millions de barils de brut russe Ural coûtera à la Russie plus de 200 millions de dollars. Selon SP Global, en septembre 2025, la flotte Fantôme russe comprenait 978 pétroliers avec plus de 27 000 tonnes de porc en lourd, représentant une capacité totale de 127 millions de tonnes de porc en lourd, soit environ 18,5% de la flotte mondiale de pétroliers. À première vue, l'Ukraine a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir vraiment y porter un coup significatif. Cependant, tous les pétroliers ne sont pas utilisés aussi intensivement les uns que les autres. D'après leur historique, la majorité des pétroliers touchés par l'Ukraine semblent appartenir à un groupe beaucoup plus restreint de navires qui effectuent plusieurs escales par an dans les ports russes, ce que l'école d'économie de Kiev a qualifié de noyau de la flotte fantôme de la Russie. Si cette évaluation est juste, les pétroliers endommagés ou hors service au cours de la dernière année pourraient représenter jusqu'à 10% de la flotte totale, un résultat économique potentiellement significatif. Mais les conséquences de ces attaques pour la Russie ne s'arrêtent pas là. Les marchés de l'assurance ont réagi fortement à ces frappes, avec des taux pour les navires opérant en mer Noire ayant augmenté jusqu'à 300% début décembre et doublé de nouveau en janvier. Les exportations russes de pétrole brut par voie maritime via la mer Noire ont chuté de 30%, et Beşiktaş Shipping, l'un des plus grands opérateurs de pétroliers de Turquie, comprenant le Mersin et plusieurs autres navires sanctionnés par l'Ukraine, a annoncé qu'il ne transporterait plus de cargaisons russes après l'attaque contre le Mersin, invoquant des risques intenables. En résumé, il est devenu beaucoup plus dangereux et coûteux pour la Russie d'exporter son pétrole.
Et c'est l'idée de base derrière toutes ces frappes que l'ancien chef du SBU, Vassil Maliouk, a surnommé de façon célèbre des sanctions cinétiques pour affamer la machine de guerre russe en coupant l'accès aux revenus tirés de ses exportations de pétrole et de gaz. Il y a à peine 10 ans, l'économie russe dépendait fortement des revenus tirés des exportations d'énergie, ce qui a poussé feu le sénateur américain John McCain à déclarer en 2014 que la Russie est une station-service déguisée en pays. D'autres, comme le futurologue Yuval Noah Harari, le représentant américain Denny Heck et l'ancien chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, ont élargi cette notion, affirmant que la Russie est une station-service dotée de l'arme nucléaire ou des variantes de cette déclaration. Jusqu'à la moitié des recettes de l'État russe venaient des exportations de pétrole et de gaz au milieu des années 2010. Cependant, cette part a diminué de façon constante et significative au fil des années, à mesure que la Russie a de plus en plus diversifié son économie. En 2024, les revenus du pétrole et du gaz ont atteint 11,1 billions de roubles, soit environ 120,3 milliards de dollars, représentant 30% du budget fédéral, soit une baisse de 60% en un peu plus d'une décennie. Officiellement, le budget de la défense de la Russie pour 2025 était de 13,5 billions de roubles, soit environ 177 milliards de dollars au taux de change actuel. Cependant, certaines estimations évaluent les dépenses militaires et de sécurité totales à 16,8 billions de roubles, soit environ 220 milliards de dollars, lorsque des catégories plus larges comme la sécurité intérieure et les postes classifiés sont incluses. Selon cette définition élargie, les dépenses militaires ont augmenté de près de 70% en 2024. À ce niveau de dépenses, les revenus pétroliers russes ne suffisent plus à financer la guerre en Ukraine. Le gouvernement privilégie alors la fiscalité intérieure et élargit sa base d'exportation, plutôt que de compter sur le pétrole et le gaz. Cependant, en 2025, le coût des frappes ukrainiennes sur les revenus pétroliers de la Russie s'est rapidement accumulé, augmentant l'urgence de diversifier ses sources de financement. Selon Yevgeny Borovikov, directeur général adjoint du principal courtier d'assurance russe Mainz, le secteur pétrolier russe a subi plus de 13 milliards de dollars de pertes directes et indirectes à la suite des attaques de drones ukrainiens en 2025. Les dommages financiers directs causés aux installations pétrolières et gazières par les frappes de drones et de missiles ont dépassé 100 milliards de roubles, soit environ 1,3 milliard de dollars, les pertes de revenus et les impacts indirects portant le coût total à plus d'1 billion de roubles, soit environ 13,1 milliards de dollars au taux actuel. Le cabinet de conseil Argus a signalé une forte baisse des livraisons de pétrole brut par oléoduc vers les raffineries russes, qui sont tombées à leur niveau le plus bas depuis 15 ans. En 2025, les raffineries russes ont reçu 228,34 millions de tonnes de pétrole brut, soit 1,6% de moins qu'en 2024. La production totale de raffinage national a diminué de 1,7%, atteignant 262,3 millions de tonnes. De plus, les compagnies d'assurance russes ont été confrontées à une augmentation des demandes d'indemnisation dans les catégories de risque de terrorisme et de sabotage. Selon un rapport de février 2026 publié sur le site financier russe Comisan, les indemnisations dans ces catégories ont dépassé la valeur totale des primes collectées. Alexei Kotoliansky, responsable de la souscription pour les entreprises chez l'assureur Saglecier, a confirmé ce fait, déclarant que le ratio de sinistralité sur les portefeuilles d'assurance concernés avait été multiplié par 10, les primes ne couvrant plus le volume des indemnisations. Le courtier en assurance Remind a constaté une hausse des incidents et déclaré que les pertes moyennes par attaque de raffinerie atteignent souvent 5 à 10 millions de dollars. Prises ensemble, cela montre que les sanctions cinétiques fonctionnent et que l'Ukraine gagne la guerre aérienne. Il semble qu'en conjonction avec les innombrables sanctions des nations occidentales, les frappes à longue portée ukrainiennes amènent progressivement la Russie au point où elle ne peut plus financer sa guerre ni en justifier la poursuite auprès du public russe et des élites financières. Le problème, c'est qu'il y a deux camps dans cette guerre aérienne, et il faut des efforts intellectuels bien plus grands pour arriver à la même conclusion en observant les dégâts des frappes russes contre l'Ukraine. En 2025, l'ampleur des bombardements nocturnes de la Russie a constamment dépassé celle de l'Ukraine, souvent de plusieurs fois, et ceux-ci se sont considérablement intensifiés au cours de la seconde moitié de l'année. Cela faisait suite aux attaques ukrainiennes de l'été sur les infrastructures pétrolières russes qui ont temporairement entraîné des pénuries d'essence, une interdiction d'exportation et des files d'attente aux stations-service dans plusieurs régions.
Selon les données compilées par United 24, la Russie a lancé environ 2400 missiles et plus de 100 000 drones de différents types lors des frappes à longue portée en 2025. Les deux camps ont régulièrement affirmé des taux d'interception supérieurs à 90%, ce qui implique qu'environ 10 000 drones russes à longue portée et 240 missiles ont atteint leur cible au cours de l'année. Ce sont des chiffres préoccupants comparés à ceux de l'Ukraine, surtout quand on considère que la Russie est bien plus grande que l'Ukraine. Non seulement la Russie porte beaucoup plus de coûts, mais le simple fait qu'elle ait une population 3 fois supérieure et des infrastructures réparties sur un territoire aussi vaste rend la tâche d'infliger des dégâts significatifs et durables beaucoup plus difficile pour l'Ukraine. En raison de la censure stricte concernant les résultats des frappes russes en Ukraine, il est très difficile d'évaluer précisément l'ampleur des dégâts causés par les centaines de frappes sur les infrastructures militaires ukrainiennes, un complexe militaro-industriel revendiqué par la Russie. Mais le fait que, par exemple, la fabrication de drones ukrainiens se déroule dans des conditions ultra secrètes par crainte des frappes russes en dit long. En revanche, les usines de drones russes comme Kronstadt et Alaberga sont exposées au grand jour, à la vue des opérateurs de drones ukrainiens. Mais alors que les dégâts militaires restent pour l'instant un sujet de spéculation, la catastrophe humanitaire croissante causée par les frappes russes incessantes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. En plein cœur d'un hiver où les températures en Ukraine sont régulièrement descendues en dessous de 10 degrés Celsius, cela saute aux yeux. En janvier 2026, la capacité de production disponible de l'Ukraine était passée de 33,7 gigawatts à environ 14 gigawatts, soit environ un tiers du niveau d'avant l'invasion. Y compris la destruction de 90% de la production d'électricité thermique, 50% des installations hydroélectriques endommagées et 40% détruites. Les besoins de reconstruction à long terme du secteur de l'énergie sont estimés à 68 milliards de dollars et les frappes nocturnes se poursuivent sans relâche. En conséquence, des choses basiques comme l'électricité, le chauffage, l'eau qui coule des robinets et un système d'égout fonctionnel sont devenus des luxes pour la majorité des Ukrainiens ordinaires. Plus de 600 habitants de Kiev, soit environ une personne sur 5, auraient répondu à l'appel du maire Vitali Klitschko à quitter la ville pour l'hiver. Des coupures d'électricité d'urgence durent depuis des semaines dans tout le pays, sans fin prévue, la plupart des régions n'ayant que 4 heures d'électricité par jour. Comme vous l'imaginez, maintenir une économie à flot dans ces conditions, sans parler d'un minimum de confort, reste très difficile. Des millions d'habitants des villes à travers le pays sont restés sans chauffage pendant des jours avec les eaux usées qui gèlent dans les canalisations de nombreux immeubles en conséquence. Cela a forcé certains habitants à recourir à des mesures d'urgence, comme utiliser de la litière pour chats, comme l'a récemment expliqué sans détour Maxime Boukmatov de l'administration d'État du district de Desniansky, c'est désagréable, humiliant et non européen. Creuser des trous, installer des toilettes portables, utiliser des sacs plastiques et de la litière pour chats, il faut survivre. Les canalisations éclatent déjà dans le quartier de Golossiev et la merde déborde par les fenêtres. Vu la hausse des protestations contre les coupures d'électricité et les réactions sur Telegram, de plus en plus d'Ukrainiens s'interrogent sur le bien fondé d'intensifier les attaques à longue portée contre les infrastructures énergétiques russes, étant donné la gravité des conséquences. Les Russes, à l'exception peut-être de Belgorod, ne ressentent pas les effets de la guerre aérienne à un degré aussi important qu'eux. S'il y a une chose que nous avons apprise sur l'Ukraine depuis le début de sa guerre avec la Russie, c'est que ce pays ne recule jamais devant un défi. Même face à une adversité qui semble insurmontable, l'Ukraine se relève. À maintes reprises, elle a défié les attentes, surmonté des obstacles impossibles et accompli ce que beaucoup pensaient irréalisable. Et fin mars 2026, l'Ukraine l'a fait à nouveau. Elle a réussi quelque chose que même la Russie disait impossible, en orchestrant et en exécutant non pas une, ni deux, mais 3 frappes successives contre des cibles. À près de 1000 km, soit 620 miles au-delà de ses frontières, mettant le feu à certaines des infrastructures les plus importantes du Kremlin et frappant son économie au passage. Tout a commencé le 23 mars lorsque des drones ukrainiens ont frappé le port de Primorsk, principal port d'exportation de pétrole de la Russie sur la mer Baltique, situé dans la région de Leningrad, non loin de la deuxième plus grande ville du pays, Saint-Pétersbourg, et également assez proche de la frontière internationale avec la Finlande.
Primorsk, un centre névralgique pour l'expédition de brut, de pétrole et de produits pétroliers hors de Russie, est un point d'amarrage prisé pour ce qu'on appelle la flotte fantôme du Kremlin. Des navires, des pétroliers privés qui transportent furtivement des millions de barils de pétrole sous sanction à travers le monde, défiant les réglementations internationales et offrant à Moscou une source de revenus illégale mais significative. Primorsk est également le point final du système d'oléoducs de la Baltique, avec une capacité de transit d'environ 1 million de barils chaque jour. D'énormes quantités de pétrole y sont également stockées à tout moment, avec 18 grands réservoirs chacun pouvant contenir jusqu'à 50 000 tonnes. En résumé, c'est un site extrêmement important pour l'industrie pétrolière russe, traitant littéralement des dizaines de millions de tonnes de brut et de produits pétroliers chaque année. Cela en a fait une cible prioritaire pour les forces ukrainiennes, qui se sont données pour mission d'anéantir l'infrastructure pétrolière de la Russie. Ils ont d'abord frappé le port de Primorsk en septembre 2025, interrompant les opérations pendant quelques jours, mais l'attaque de mars 2026 a été encore plus importante. Les habitants locaux ont signalé avoir entendu des explosions retentir dans la région pendant la nuit et le gouverneur régional Alexandre Drozdenko a été contraint de confirmer qu'un des réservoirs de stockage de carburant du port avait été endommagé et incendié. Dans les jours qui ont suivi, des images satellites ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'un seul réservoir. Au moins 8 ont été confirmés endommagés, les incendies s'étant propagés sur le site et les pompiers ayant lutté plusieurs jours pour ramener la situation à un semblant de contrôle. Des images et vidéos montraient des flammes et d'épaisses colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus du port. La nuit même de la frappe, les défenses aériennes russes auraient intercepté plus de 60 drones d'attaque ukrainiens. Cependant, beaucoup ont réussi à contourner les défenses du Kremlin, parcourant des centaines de kilomètres hors d'Ukraine sur le territoire russe. Rien que cela était un exploit incroyable, mais l'Ukraine ne comptait pas s'arrêter là. Le 25 mars, ces équipes de drones ont mené une autre frappe réussie contre un autre port pétrolier russe. Cette fois, leur cible était Ust-Luga, située dans la partie nord-ouest de la région de Leningrad, à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Tout comme Primorsk, c'est un endroit extrêmement important pour la Russie. Le port peut apparemment traiter environ 700 000 barils de pétrole par jour. Il dispose également d'une infrastructure de production importante, traitant jusqu'à 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel et produisant chaque année des millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, GNL, et de gaz de pétrole liquéfié, GPL. En d'autres termes, c'est exactement le type d'endroit que l'Ukraine aime cibler, et les forces de Kiev ont frappé cet endroit à plusieurs reprises, avec une attaque majeure en janvier 2024 et une autre attaque plus tard la même année, en août. L'attaque de mars 2026 fut la troisième contre cette installation, et elle était de grande ampleur. Les habitants locaux ont signalé le grondement d'au moins 10 explosions distinctes résonnant dans la région, avec des équipes de pompiers rapidement dépêchées pour faire face à l'incendie dévastateur qui ravageait le site. Le gouverneur Drozdenko a de nouveau dû admettre qu'une attaque avait été menée. Encore une fois, il a tenté de minimiser les dégâts, mais les images et les réseaux sociaux ont montré l'ampleur des destructions, avec de grands incendies et d'épais nuages de fumée noire dans les heures suivantes. Selon les analystes du renseignement, 3 pétroliers ont été endommagés lors de la frappe, ainsi que des réservoirs de carburant, 3 quais et des installations appartenant et exploitées par la société énergétique russe Novotek. Le terminal a également été bouclé et fermé pendant plusieurs jours, et même lorsqu'il a commencé à reprendre ses activités, il était encore loin de sa capacité maximale. Les experts estiment que les réparations prendront plusieurs semaines. Dans de tels ports, une seule journée d'inactivité peut causer de lourdes pertes économiques. L'Ukraine avait réussi 2 attaques qui n'auraient pas dû être possibles, envoyant des drones à travers des centaines de kilomètres d'espace aérien russe et frappant certaines de ses infrastructures les plus précieuses. Et elle s'apprêtait à recommencer. Dans la nuit du 26 mars, les équipes de drones ukrainiennes sont repassées à l'action, menant une nouvelle frappe de grande ampleur contre les infrastructures pétrolières russes. Leur cible, la raffinerie de synthèse organique pétrolière de Kourichi, également connue sous le nom de raffinerie de Kinev, également située dans la région de Leningrad, non loin de Saint-Pétersbourg, à des centaines de kilomètres de Kiev. Appartenant à l'une des plus grandes entreprises énergétiques de Russie, cette raffinerie peut traiter jusqu'à 20 millions de tonnes de pétrole par an, ce qui en fait la deuxième plus grande raffinerie du pays en termes de capacité de traitement. C'est une source essentielle de carburant et de produits pétrochimiques en Russie, exportés à l'étranger et générant des fonds clés pour financer l'effort de guerre du Kremlin.
Selon les rapports, plus de 20 drones ukrainiens sont parvenus à atteindre la zone et ont percuté des infrastructures critiques à cet endroit. Encore une fois, le gouverneur régional Drozdenko n'avait nulle part où se cacher. Il a confirmé qu'une attaque avait eu lieu et qu'une zone industrielle non identifiée avait subi des dégâts sans donner plus de détails. Peut-être que Drozdenko espérait que personne ne découvrirait la vérité. Les réseaux sociaux ont vite été inondés de témoignages d'habitants, nombreux à rapporter de violents incendies et de gros nuages de fumée au-dessus du site, signe que les réservoirs de carburant avaient sans doute pris feu. Les images satellites de la raffinerie montraient également des preuves compatibles avec un incendie s'étant déclaré à cet endroit. En seulement quelques jours, l'Ukraine avait accompli ce qui aurait été jugé impensable et impossible il n'y a pas si longtemps. 3 frappes, toutes réussies, et toutes sur des cibles situées à des centaines de kilomètres du territoire ukrainien. Et peut-être que la partie la plus extraordinaire de cette histoire, c'est la façon dont les Russes y ont répondu. Ils ont accusé l'Ukraine de tricher. Pour être plus précis, des sources officielles russes affirment que l'Ukraine a dû collaborer avec des nations de l'OTAN, y compris la Pologne et les États baltes de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie, afin de mener ces frappes. Ils ont soutenu qu'il était impossible que les drones ukrainiens aient pu parcourir une telle distance à travers les régions russes sans être détectés et abattus. Ils ont donc dû emprunter un itinéraire différent, passant d'abord par la frontière occidentale de l'Ukraine vers la Pologne, puis continuant vers le nord en Lituanie, puis à travers les autres pays baltes et le long du golfe de Finlande en direction de Saint-Pétersbourg. Ils ont simplement refusé d'admettre la vérité. Les drones ukrainiens avaient réussi à parcourir des centaines de kilomètres à travers l'espace aérien russe, contournant de nombreux radars et systèmes de défense aérienne en chemin, avant de causer des dégâts incalculables à certaines des infrastructures pétrolières les plus précieuses du Kremlin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont honte. La Russie a longtemps survécu en se présentant comme l'une des plus grandes puissances militaires mondiales, dotée de systèmes de défense aérienne parmi les meilleurs, que son territoire est impénétrable et que ses infrastructures sont si bien protégées qu'il faudrait un véritable miracle pour s'en approcher, sans parler de les endommager ou de les détruire. L'Ukraine a brisé ce mythe. Avec ses attaques continues contre les infrastructures russes, un nombre croissant de frappes de précision réussies au cœur du territoire russe, elle démantèle la propagande russe et sape l'idée que les forces de Moscou sont si fortes et supérieures. Quant aux attaques de drones dans la région de Leningrad, les affirmations du Kremlin ne trompent personne, car il existe des preuves claires du trajet précis de ces drones. Mais avant d'en arriver là, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à l'émission Militaire. Nous expliquons les choses de cette façon chaque semaine. Donc, peu de temps après les attaques contre les différentes raffineries de pétrole et les ports d'exportation près de Saint-Pétersbourg, des sources russes ont partagé des images censées montrer les itinéraires que les drones ukrainiens auraient empruntés pour les attaquer. Ces images ont été largement partagées puis complètement réfutées par l'analyste du renseignement en sources ouvertes Drone Bomber sur X. Dans une publication du 26 mars, Drone Bomber a souligné qu'il était impossible que les drones ukrainiens aient pu traverser l'espace aérien de l'OTAN pour mener ces attaques, en indiquant la multitude de preuves existantes pour contredire cette théorie. Ils ont observé que chaque fois que des drones ukrainiens sont repérés en Russie, des alertes aériennes sont presque toujours émises dans les régions voisines. Lors de ces mêmes nuits, à la fin du mois de mars, des alertes aériennes ont été émises dans toutes les régions situées entre l'Ukraine et la région de Leningrad. Les cartes de la région montrent très clairement des alertes apparaissant dans une région après l'autre, indiquant le trajet exact que les drones ont dû emprunter à travers des endroits comme Bryansk, Smolensk et au-delà, jusqu'au port de Primorsk et d'Oust-Luga, ainsi qu'à la raffinerie de Kinev. Drone Bomber a ajouté que, lors de chacune des 3 dates, les 23, 25 et 26 mars, des sources officielles russes, y compris le ministère de la Défense du pays, ont rapporté avoir abattu des dizaines de drones ukrainiens. Le 23 mars, par exemple, le gouverneur Drozdenko a rapporté que plus de 50 drones avaient été abattus. Le 25 mars, 33 autres drones auraient apparemment été détruits par les défenses aériennes russes. Puis, le 26 mars, lorsque l'usine Kinev a été frappée, des sources russes affirment que 21 drones supplémentaires ont été abattus. Bien que Drone Bomber note qu'il est possible que certains des drones aient survolé la frontière ouest de la Biélorussie et pas exclusivement les régions russes, les preuves dressent un tableau très clair, presque impossible à nier pour la Russie. Ce tableau est hilarant. Alerte nationale, défense aérienne au maximum, centaines de drones abattus. Pourtant, on dit que les drones n'ont jamais survolé la Russie. Tirez vos propres conclusions, les amis. La logique n'a jamais été le point fort de la propagande russe.
Et Drone Bomber n'était pas le seul à riposter face à la tentative désespérée de la Russie de regagner un peu de crédibilité après ses attaques dévastatrices. Moscou avait également tenté de rejeter la faute sur les pays de l'OTAN, affirmant que les États baltes permettaient à l'Ukraine d'utiliser leur territoire et leur espace aérien pour mener des attaques contre les infrastructures russes. En réponse, le ministère letton de la Défense a publié une déclaration clairement formulée pour contrer les mensonges du Kremlin, affirmant sans aucune ambiguïté: la Lettonie, ainsi que la Lituanie et l'Estonie, ne sont pas impliquées dans la planification et la mise en œuvre de la contre-attaque de l'Ukraine contre la Russie, souligne le ministère. Avec de telles déclarations, la Russie démontre sa faiblesse et tente de détourner l'attention du fait qu'elle est incapable de se défendre contre les contre-attaques ukrainiennes réussies sur les infrastructures russes de la côte de la mer Baltique. Le ministère de la Défense letton a poursuivi en accusant la Russie de tenter une nouvelle fois une campagne de désinformation contre les États baltes afin de discréditer l'OTAN, de diviser la société, de saper la confiance dans les institutions de l'État et d'affaiblir le soutien à l'Ukraine. Maintenant, il y a plusieurs conclusions que nous pouvons tirer de cette série d'événements intrigantes. Premièrement, du point de vue ukrainien, il s'agit d'un grand succès. Et c'est encore un autre exemple des forces de Kiev surmontant des obstacles apparemment insurmontables pour accomplir quelque chose que beaucoup auraient jugé tout simplement impossible. Mais cela, à bien des égards, a été l'histoire de cette guerre depuis qu'elle a commencé. Dès le début, il était évident que l'Ukraine était l'outsider, surpassée par la Russie dans tous les domaines importants. Elle n'avait ni l'expérience militaire, ni les dépenses, ni l'immense armée, ni la quantité de chars, d'avions de chasse et d'équipements militaires de son adversaire. En effet, les chances semblaient tellement défavorables à l'Ukraine que même certains des analystes militaires les plus optimistes craignaient que Kiev ne tombe dans les premières semaines, beaucoup s'attendant à ce que les défenses ukrainiennes s'effondrent sous le poids et l'intensité de la machine de guerre russe. Comme on le sait, cela n'a pas eu lieu. Au lieu de s'effondrer ou d'abandonner, les forces ukrainiennes ont relevé le défi qui les attendait. Ils se sont retranchés, ils ont défendu leurs terres et ils ont commencé à riposter, remportant une victoire incroyable après l'autre. Encore et encore, ils ont fait mentir ceux qui doutaient d'eux, accompli des choses qui n'auraient pas dû être possibles et porté le combat à leur ennemi. Malgré sa taille et ses ressources bien moindres que la Russie, l'Ukraine a largement tenu tête à son adversaire. Et elle se renforce à mesure que la guerre continue. On peut le voir dans des événements comme celui-ci, où l'Ukraine ne se contente pas de défendre son propre territoire le long des lignes de front dans des régions comme Louhansk et Kharkiv, mais orchestre également des attaques incroyablement percutantes et destructrices sur le sol russe. Cela a commencé par quelques frappes ici et là, mais l'Ukraine a rapidement intensifié ses actions, menant de plus en plus d'attaques en 2025 puis en 2026. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où l'Ukraine peut frapper la Russie durement jour après jour, en détruisant plusieurs cibles de grande valeur comme les ports et les raffineries de pétrole autour de la région de Leningrad. Peu importe la protection ou la distance de ces endroits par rapport à l'Ukraine, les forces de Kiev trouvent toujours comment les incendier, laissant à la Russie des coûts de réparation croissants et une économie affaiblie. Le simple fait que les défenseurs ukrainiens aient pu orchestrer 3 attaques distinctes aussi rapprochées et aient rencontré un tel succès à chaque fois est incroyablement encourageant. Cela envoie un message au Kremlin: Kiev ne relâche pas la pression et ses attaques ne feront que devenir plus intenses, plus destructrices et plus problématiques à mesure que la guerre se prolonge. En effet, seulement quelques jours après la frappe contre la raffinerie de Kiev, le 30 mars, l'Ukraine a de nouveau frappé la Russie, avec une série d'explosions qui ont secoué la ville de Dolyadi, dans la région sud-ouest de Samara. Là-bas, les habitants ont signalé pas moins de 5 explosions au total vers 5 heures du matin heure locale, avec d'épaisses colonnes de fumée et plusieurs incendies qui auraient éclaté dans une importante usine chimique. La même nuit, des rapports font également état d'une attaque de drone contre une autre installation importante, l'usine métallurgique d'Alchevsk dans la région occupée de Louhansk, qui servait autrefois à la métallurgie civile, mais a été réaffectée par la Russie à la production militaire. Un important incendie a été signalé sur le site, les défenses aériennes du Kremlin ayant encore échoué à stopper la menace. Pour la Russie, entre-temps, les événements dans la région de Leningrad ne sont que d'autres exemples embarrassants de l'incapacité remarquable du pays à défendre son propre territoire. Chacun montre clairement que les défenses aériennes du Kremlin, pourtant réputées parmi les meilleures au monde, ne peuvent pas gérer l'armée de drones ukrainienne. Non seulement les forces russes peinent à réaliser des avancées sur le terrain, subissant des dizaines de milliers de pertes chaque mois en échange de presque aucun avantage territorial, mais le pays subit également un nombre croissant d'attaques sur son propre sol.
Ces attaques sont importantes car même si les incendies sont maîtrisés et les infrastructures reconstruites, la Russie perd d'énormes quantités de pétrole à chaque fois qu'un pétrolier ou une installation de stockage brûle. Elle doit toujours interrompre ou réduire ses opérations pendant des jours, des semaines, voire des mois, ce qui réduit à son tour les quantités maximales de pétrole et d'autres produits qu'elle peut traiter, stocker, expédier et vendre. En 2025, par exemple, le port de Primor a exporté près de 17 millions de tonnes de produits pétroliers. Utsluga, quant à lui, a traité près de 33 millions de tonnes. Lorsque les drones ukrainiens ont frappé, ces deux installations ont pris feu et ont été contraintes de cesser leurs activités pendant que les pompiers et les équipes de secours se précipitaient pour tenter de maîtriser la situation. Pendant ce temps, aucun pétrolier n'entrait ni ne sortait. Aucun pétrole ne circulait nulle part. Au lieu de cela, d'énormes quantités de pétrole partaient simplement en fumée dans l'incendie. Et même si un certain ordre a finalement été rétabli, cela n'enlève rien au fait que les opérations du port ont été massivement perturbées et pourraient ne pas revenir à leur niveau maximal avant un bon moment. Cela signifie moins d'argent pour le pays, dont les caisses sont déjà presque vides à cause de l'escalade des coûts de la guerre. Avec moins d'argent à disposition, il va devenir d'autant plus difficile pour la Russie de continuer à payer ses factures, à couvrir les dépenses exorbitantes liées aux soldes des militaires, des achats, de la production, et ainsi de suite. Avec moins de carburant, il sera plus difficile de trouver l'équilibre entre vendre du pétrole à l'étranger et en garder assez pour alimenter les véhicules militaires et la machine de guerre. En bref, la situation devient de plus en plus sombre pour la Russie, ce qui est exactement ce que l'Ukraine souhaitait. L'objectif même des attaques de Kiev contre les infrastructures pétrolières russes est de forcer la main du Kremlin, de rendre la guerre totalement insoutenable, de ne laisser à Vladimir Poutine aucune autre option que de retirer ses forces et d'accepter enfin un cessez-le-feu. Si l'Ukraine poursuit ainsi, la paix deviendra peu à peu moins un rêve illusoire et davantage une perspective réaliste. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont l'armée de drones meurtriers de l'Ukraine est en train de déchirer la Russie morceau par morceau dans cette vidéo. Ou pour changer, regardez cette vidéo pour découvrir l'une des dernières innovations militaires ukrainiennes, une arme laser digne de la science-fiction capable d'abattre les drones du Kremlin. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'actualités militaires de dernière minute, d'analyses approfondies et de décryptage détaillé comme celui-ci.